Si je dois te définir en deux mots, je dirais génie et talent. Ah, qu'il m'avait manqué, et je ne parle évidemment pas des oiseaux de l'Olympique de Marseille, mais de mes 3 camarades. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 28e épisode de Retour du Stade. Quel plaisir de vous retrouver, messieurs, après avoir été un peu déconnecté de la sphère olympique de Marseille pendant quelques semaines. Est-ce que je l'ai mal vécu? Pas trop. Mais peut-être mieux que vous, j'ai peut-être mieux vécu ces 2 dernières semaines que vous. Mais quel plaisir de vous retrouver en tout cas. Un plaisir entièrement partagé, Max. On est ravis de te retrouver parmi nous. Et c'est vrai que pendant ton absence, on a débriefé une victoire non sans peine. Et on a eu du coup le match de la semaine dernière qu'on n'a pas encore évoqué ensemble, mais qu'on va devoir malheureusement faire. À nous de voir dans quelle mesure on tient longtemps ou pas sur ça. Mais ouais, en vrai, je me disais, on n'est pas si mal quand même pendant cette période de trêve internationale. Il y a eu une période où on vomissait cette trêve. En tout cas, moi, personnellement, j'avais du mal avec cette trêve. Là, j'avoue qu'elle fait vraiment, vraiment du bien. J'ai pas hâte de la reprise, surtout avec ce qui nous attend. Donc, profitons de l'instant présent. Et salut Alba, salut Opti. Salut l'équipe. Moi, je rejoins déjà content de retrouver Max. Ça fait plaisir. Et moi, je rejoins Younes. Franchement, cette trêve, elle fait du bien. Il y a les féminines qui jouent demain, si je dis pas de bêtises. 45 000 personnes. On se Vous y allez? rapproche. Non, j'y vais pas. On Non, a fait j'y la vais. promo, c'est déjà bien. Ouais, on a fait la promo et 45 000, ça se rapproche des hommes, hein, parce que vu qu'on fait plus de guichets fermés, Encore 3 matchs et on peut tomber à et 45 000. exactement, et peut-être que ça va finir par s'égaliser. Donc, à suivre, affaire à suivre. Salut tout le monde. Ravi de retrouver Max après l'épisode en son absence. Et comme je l'ai dit en off avant qu'on démarre, je suis très content de vous retrouver, mais le problème c'est que je me suis rappelé le sujet, c'est-à-dire l'Olympique de Marseille 25-26. Et ouais, enfin 25-26. Encore plus là, cette période-là. Donc ouais, on va parler de cette fabuleuse équipe qui nous manque pas et comme l'a dit Younes, qu'on n'a pas trop envie de revoir, mais qu'on va être obligé de se retaper sur le Ah, rocher. pour le moment, Pierre-Emile Højbjerg regagne des matchs de foot. Donc peut-être qu'il reviendra rebooster dans quelques jours. Émission un petit peu particulière où on va revenir forcément sur le match de Lille avec quelques jours de retard. Et puis actualité oblige, on va devoir évoquer un petit peu le cas Dimitri Payet qui a annoncé sa retraite internationale en plein milieu d'un match qui était pas passionnant. Est-ce que c'est le highlight du match? Peut-être. C'est le moment fort du match en tout cas. Et puisque effectivement l'OM n'a pas su lui rendre hommage, nous on va tâcher de le faire dans ce podcast, en tout cas pour ma part. Ouais. S'il y en a qui pensaient que j'aimais vraiment amoureusement Roberto De Zerbi, vous allez découvrir pardon, ce que c'est un Younes qui aime amoureusement. Parce que tenez-vous prêts, je vous l'annonce dès maintenant, il y aura pas la moindre once de critique sur le légendaire Dimitri Payet. Et peut-être, alors on en a parlé en off et c'est pas officiel, donc on l'annonce peut-être quelque chose. Je vous mets peut-être un peu en difficulté, mais peut-être que pour finir la trêve internationale, il y aura un petit épisode Air Pablo Longoria plus preview OM Monaco qui arrivera d'ici au week-end prochain pour ne pas vous laisser trop longtemps sans nous. On va reprendre un peu les bonnes habitudes d'essayer d'être là toutes les semaines malgré la trêve. Je voulais, et on en avait parlé il y a quelques semaines aussi, il y a Tench sur X qui nous avait demandé ça, qui nous disait il y a quelque chose qui me dérange un petit peu dans les derniers podcasts, c'est cette allusion de transfert arrangé pour arranger des agents. Ça a été dit plusieurs fois à demi-mot et ça me dérange. Alors pourquoi est-ce que vous faites pas un vrai podcast dessus au lieu de tenir ce genre de propos? Et je sais qu'on avait dit qu'on lui répondrait parce que l'idée c'était déjà pas d'insinuer quoi que ce soit parce que a priori messieurs, je crois qu'on n'a aucune preuve de ce qui était de ce que dit l'ami Tench à ce niveau-là. Mais c'est surtout que ça arrivait dans les podcasts un petit peu bilan qu'on a pu faire il y a quelques semaines quand Benassia et Longoria étaient sur le départ ou sont partis pour l'un et pour l'autre.
Et Younes, arrête-moi si je me trompe, mais l'idée, c'était aussi de dire qu'il y a eu quelques transferts un petit peu rocambolesques, avec des sommes aussi rocambolesques, et que bah, pour avoir suivi un peu le foot depuis 20-25 ans tous ensemble, hormis des mandats de sortie et de départ, qu'est-ce qui peut expliquer certaines sommes? Bah, l'incompétence criante de certains dirigeants, je pense pas quand même. Donc c'était plutôt pour ça que qu'on évoquait un peu cette idée de bah, que l'Olympique de Marseille, mais comme beaucoup de clubs, a fait manger pas mal de monde ces dernières années. Effectivement. Et alors, je je vais peut-être parler pour moi et Alba ou Petit, confirmeront ou pas, mais quand on fait des allusions à ça, il y a une part de rigolade, on va dire, parce que, bah, c'est un petit peu ce que tout le monde dit dans le milieu, à chaque fois qu'on pose la question à des gens qui sont plus informés. Moi, là où je veux en venir, c'est que justement pour ma part, et je pense qu'aucun de nous, n'est un réel insider, même si, Max et Alba ont souvent beaucoup d'infos, qu'ils ne partagent pas nécessairement publiquement pour ne rien trahir. Mais Tu globalement, connais le futur coach. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le but, c'est pas de jouer aux insiders qui ont plus d'infos que les autres, mais je pense que, enfin, vous comme nous, on est tous assidus sur Twitter, vous suivez à peu près tous les mêmes comptes qui ont des infos autour de l'Olympique de Marseille, et si vous discutez avec certains d'entre eux, c'est une question qui émerge beaucoup au sein de l'Olympique de Marseille depuis quelques années. Ces fameux mouvements qui servent les intérêts de certains. Il y a quand même suffisamment de faisceaux convergents pour, à défaut d'affirmer avec certitude qu'il se passe quelque chose, dire qu'il y a quand même matière à, un, en rigoler, et deux, soupçonner que tout n'est pas tout à fait limpide. Après, est-ce que c'est pire à l'OM que dans d'autres clubs en France, par exemple? Je ne crois pas. Mais pour vous donner un exemple que j'aime bien utiliser pour ça, c'est j'avais découvert comment les agents étaient rémunérés sur les joueurs qui ont moins de 18 ans, parce que théoriquement, un agent ne peut pas avoir de mandat sur un joueur de moins de 18 ans. Et en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que ben, les joueurs de moins de 18 ans qui ont un agent, parce qu'à cet âge-là, ils ont déjà un agent, bah, généralement, quand ils sont dans un club, ils s'arrangent avec le club pour que le mandat soit payé d'une autre manière sur un autre joueur X qui sortirait plus tard, parce qu'officiellement, il ne peut pas y avoir de rémunération sur la représentation d'un joueur. Donc, c'est pas une critique du système, mais ça montre un petit peu comment fonctionne le système, et ça vous laisse imaginer un petit peu tout ce qui peut se passer, et à quel point l'environnement du football et le football circus peut être créatif quand il s'agit de se rémunérer. Pour donner ma version des faits là-dessus, que dire? Déjà, on est accusé On d'avoir est dit une bêtise. accusé d'avoir accusé. Déjà, je tiens à rappeler que ces accusations, ces allégations n'ont rien d'illégal, étant donné que ça fait partie du monde du football, actuel. De la même manière que, il y a eu des élections municipales, et que certaines mairies ont la main facile pour donner de l'argent à des associations ou à des organismes ou des sociétés pour des travaux, dans le monde du foot, c'est pareil. Il y a des gens qui ont des amis et selon qui est à la tête du club, il y a des gens qui apparaissent plus souvent dans les transactions. Tout ça est public, donc je sais même pas de quoi on est accusé. Je vous invite à parcourir les pages Instagram des intermédiaires et des agents qui se vantent, d'intervenir sur certains deals de l'Olympique de Marseille, sur la fenêtre, de transfert de cet hiver, par exemple. Après, la question de l'auditeur, je pense, c'était pas de nous accuser de quoi que ce soit. C'était plus dans le sens, en gros, on dirait qu'il y a C'était de donner il y a des informations, oui, que vous évoquez, mais que tout le monde ne connaît pas. Pour le coup, soit vous le dites et vous le portez à la connaissance de tout le monde, soit vous n'en parlez pas, ce qui peut s'entendre tout à fait. Oui, après c'est un peu un serpent de mer, les commissions d'agents, les arrangements. C'est toujours quelque chose qu'on se dit non, mais c'est trop gros, ça n'existe pas. Mais moi, le meilleur exemple, enfin, c'est l'allusion au garagiste. Tu vois, quand tu as un garagiste, ben, tu vas chez celui à qui tu as confiance. Eh ben, peut-être qu'il va te payer, peut-être tu vas payer un peu plus, mais tu as confiance. Ben, c'est un peu pareil avec les dirigeants dans le foot. Ça existe depuis toujours, on va dire. Allez, ouais, on va dire depuis toujours. Et à l'OM, c'est monnaie courante.
Ça existait il y a 20 ans, ça existait il y a 15 ans, ça existait sous Rudy Garcia, ça existe toujours. C'est des arrangements entre amis. Après, nous, on fait des allusions, comme l'a dit Opti, c'est des choses qui sont complètement publiques, qui sont en mesure d'être vues. Et pour moi, il y a pas, enfin, on peut faire un épisode et en discuter. Si on remonte absolument tout l'historique sur l'ère Longoria, il y a de quoi faire un épisode complet. Mais je trouve qu'il y a rien de choquant et c'est à la vue de tous. Donc, Mm. je pense qu'il y a pas vocation à trop s'étaler là-dessus. Non, mais c'était bien de répondre aussi, parce que c'est vrai que de Complètement, temps en ouais. temps, on a ce genre de remontée. Et pour ceux que ça intéresse, il suffit aussi d'aller checker les comptes des NCG à chaque fin d'année. Il y a toujours dans les comptes des petites lignes qui vont bien en termes de commission. Donc c'est public, et je crois même que l'OM avait été, pour donner un fait, attaqué sur le transfert Marley Ake, Franco Tongia, il y a quelques années, où les deux étaient valorisés à 8, et en fait c'était un échange qui n'a servi ni la Juventus ni l'Olympique de Marseille. Un beau jeu d'écriture comptable. Exactement. Et qui n'est pas illégal. En tout cas, ça s'est passé à plus grande échelle avec d'autres clubs. Si je Ouais. ne dis pas de bêtises, encore la Juventus de Turin, euh, qui était concernée dans un dossier avec le FC Barcelone. Ceci étant dit, messieurs, si on revient un petit peu avec quelques jours de retard sur Lille, sur le match contre Lille, il y a quand même pas mal de choses à évoquer. C'est vrai qu'avec préparant l'émission tout à l'heure, j'ai essayé de me remémorer un petit peu en 2 phrases ce que je pensais du match, et je me disais, bah, il y a quand même très peu de joueurs qui méritent vraiment qu'on s'attarde sur eux, et à la fois, Benoît Bastien mérite aussi d'aller un peu arbitrer en Ligue 2. Est-ce que vous êtes à peu près d'accord avec ce constat à J plus X, sachant que la déception est quand même un petit peu retombée? Moi, j'ai pas revu le match. J'ai pas revu le match. J'ai Il manquerait juste plus que ça, revu, tiens. j'ai juste revu les images. Déjà, ça en dit long sur ce que produit l'OM en ce moment, le fait que j'ai pas revu le match. Et j'ai juste revu certaines images. Tu as pas envie d'en parler parce que l'OM a été médiocre, mais c'est quand même, il y a des, enfin, c'est quand même, je trouve ça extraordinaire, certaines décisions qui ont été prises. Euh, si l'OM n'avait pas été aussi mauvais, je pense que ça aurait été plus scandaleux. Si l'OM était un autre club français aussi, peut-être. Dans la période actuelle, ça paraît évident. Mais si l'OM n'est pas dans une crise sportive, je pense que je pense que il y a un monde où Benoît Bastien est relégué ou est mis en cause. Parce qu'il y a un mec qui a mis le pied à hauteur de tête sur une intervention défensive et qui a été sanctionné d'un jaune, quoi. Alors que Amin Harit s'est pris un rouge parce qu'il avait mis au niveau du torse, donc à hauteur de tête. Je trouve ça encore plus délirant que ce soit sanctionné. Je sais pas si c'est partagé par tout le monde, si certains comprennent par la tempo. Je sais que Younes avait défendu l'idée que mettre un rouge aussitôt dans un match, ça pouvait être un peu bête ou frustrant, ou ça pouvait gâcher le... Ouais, mais pas. Enfin, si tu fais référence au débat qu'on avait eu sur Balerdi contre l'USG, c'est une faute. Tout ce qu'il y a de plus normal dans le jeu, c'est un bloc qui fait sur l'attaquant. C'est pas une faute qui met en danger l'intégrité physique du joueur. Je me rappelle plus franchement, je me rappelle plus de quel match on parlait, tu vois. Moi, je me rappelle Oui, très je bien. crois que c'est Je me ça. rappelle très bien. C'était sur Balerdi où la première situation qu'il a gérée, il fait un bloc devant la surface. Mais donc mon Ah propos, ouais. celui-là, en gros, j'avais dit que pour moi, les rouges dès le début de match, c'est quelque chose que tu dois éviter. Là, dans un cadre où tu as un crampon dans le visage d'un joueur, alors ça peut être à la 2e, 15e ou 58e, je crois que ça change pas grand-chose. D'autant plus que la jurisprudence montre que généralement c'est rouge. Et moi, j'ai plus de mal avec cette situation-là particulièrement, qui est clairement un rouge pour moi, que la situation avec Greenwood. La bagarre, Ouais. la Là, je demi-bagarre. trouve que, en fait, ça illustre parfaitement la mauvaise gestion de Benoît Bastien, parce que j'ai du mal à imaginer plus qu'un jaune sur cette faute. Malheureusement, le règlement fait que la faute est faite beaucoup trop loin de son but pour que ça puisse être entaché d'un rouge et être considéré comme une action qui annule une occasion de but. Ça fait penser à la faute de Vanderson sur Peshao contre Monaco. Ouais.
et c'était déjà jaune, tu vois. Pour moi, c'est quasiment la même chose. Et encore, Vanderson, c'était plus proche de son but encore. Mais enfin, j'en avais parlé dans J'irai débrief chez vous pour ceux qui ont écouté, mais globalement, ce que j'aime pas dans cette situation-là, c'est que en soi, je peux comprendre qu'il mette jaune à tout le monde. Théoriquement, donc la faute mérite jaune. Greenwood qui réagit à la faute et qui va bousculer son adversaire, ça mérite un jaune. Haraldsson qui arrive du poteau de corner à l'opposé, qui déambule pour aller percuter Greenwood, ça théoriquement ça mérite un jaune aussi parce qu'il y va avec le torse, il met pas un coup de tête, etc. Je peux l'entendre tout ça. Mais le problème du coup de Benoît Bastien dans cette action-là, c'est qu'il se met vraiment en retrait, il laisse les choses dégénérer et au final, il sanctionne pas tant que ça pour le coup. S'il avait été par exemple dans une démarche où dès la faute, il sait que ça va faire beaucoup d'émulation, il s'interpose, il calme le match, etc. et qu'il met jeune à tout le monde, je veux bien, mais là, au final, ça a mis un climat très néfaste dans le match et ça me dérange particulièrement parce que quand tu laisses les choses s'envenimer comme ça, bah, il faut sanctionner derrière. Donc si tu prends le parti de te mettre 10 mètres en retrait, de regarder ce qui se passe et de sanctionner après, bah, tu dois changer tes jaunes en rouge. Et dans ce cas-là, le premier qui doit avoir rouge, à mon sens, c'est le Lillois dont j'ai perdu le nom tellement le match me paraît loin. Mais pour moi, Verdonk. Verdonk, Ouais. pardon, exactement. Il doit prendre rouge parce que la faute en elle-même, c'est jaune. Et si dans ce cas-là, tu mets jaune à Haraldsson et à Greenwood, bah, c'est deuxième jaune pour lui également parce qu'il est acteur prenant de cette échauffourée. Lui aussi réagit, lui aussi bouscule. Donc, ne serait-ce que pour ça, ça devrait valoir un rouge. Donc, globalement, je trouve que là, c'est une situation où le règlement n'est pas du tout en la faveur de l'arbitre parce que c'est un peu plus complexe qu'une situation binaire qui peut être régie par un règlement. Et c'est là qu'on voit parfaitement à quel point les arbitres n'ont absolument aucune, en tout cas pour la plupart d'entre eux et pour certains quand ils arbitrent en France, n'ont aucune intelligence émotionnelle et n'ont aucune intelligence situationnelle. Ouais, moi je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit. Et encore, moi je me rappelle, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un Arsenal, un Wolverhampton Arsenal. Et Lewis Kelly prend rouge sur une situation, bon, je crois par contre il a 40, il a soit 50, 60 mètres. Et il y a contre-attaque pour Wolverhampton et il fait faute et il prend rouge, si je dis pas de conneries. Dernier défenseur et l'attaquant file au but. Il fait faute et prend. T'as Balerdi contre Strasbourg il y a 2 ans aussi au T'as Vélodrome. Balerdi contre Strasbourg. Bon, il est un peu plus La proche, faute. on va dire, mais là c'est encore pire parce qu'Habib, Ah non, elle est loin, je crois elle est à qu'il est dans 40. Non, je crois qu'elle est à 40. non, on est dans le camp de l'OM, hein, je crois. Non, elle est non. à 40. Parce Ah que ouais? je suis au stade et je me rappelle très bien Ou que je alors, trouvais ouais, parce très qu'Habib faux. Diallo va côté corner et il va pas du tout vers le but et c'est juste une main posée sur l'épaule et ça se transforme en carton rouge. Donc je trouve quand même que personnellement, je pensais que ça allait être revu à la VAR. Comme la situation sur Peshao, je pensais que ça allait être vu à la VAR et à chaque fois ça allait pas. Et je trouve ça un peu. Franchement, je trouve Oui, parce que les lectures elles sont pourries en fait. Les lectures elles sont pourries. Je dis pas que ça doit obligatoirement être rouge, même sur les deux situations, parce que il y a aussi, je suis comme Younes sur la temporalité. Peut-être tu te dis l'arbitre il est pas dans son match, peut-être que il y a Vitinha au parc qui fait semelle sur Balerdi. On disait déjà ouais peut-être que c'est trop tôt, donc l'arbitre il se sent pas trop de mettre le carton. Mais après deux ralentis, euh, allez que l'arbitre mette pas rouge direct, ok y a pas de souci. Mais que la VAR intervient pas, je trouve ça. Enfin je me demande sur quoi c'est basé sur quoi? Sur le fait que l'impact est pas si important que on est à la deuxième minute. C'est comme Vitinha, il y a eu cette discussion là parce que c'est trop tôt, parce que l'impact est pas si à vitesse réelle, il est pas si impressionnant que ça. Sur quoi on se base pour pas que ça soit au moins checké à la VAR, que l'arbitre on appelle l'arbitre et qu'on lui dise il faut checker, même s'il met pas rouge à la fin, mais au moins que ça soit checké. Donc j'ai du mal sur les deux situations. Et pareil, si tu te mets en retrait quand t'es Benoît Bastien après l'attentat de Verdun, parce que ça reste quand même un attentat vu que Greenwood arrive lancé, que ça soit pas checké et que tu mettes rouge à tout le monde, jaune aux trois joueurs, alors que même je trouve que la réaction de Greenwood, elle a rien d'exceptionnel. Le mec il subit un attentat, il se lève, il est un peu énervé de la situation et ça va pas plus loin. Et qu'il ait la même sanction que Haraldsson qui parcourt je sais pas combien de mètres pour pousser un adversaire. Moi je trouve ça
Je trouve ça hallucinant et après ça conditionne un peu le match, mais ça légitime pas non plus la performance de l'OM et le match en lui-même. Et je pense que la réaction de Greenwood, elle est celle-ci. Bah, déjà parce que c'est pas le moins sanguin, en tout cas, de l'équipe. On l'a généralement vu s'énerver sur ce type de faute-là dans d'autres matchs. Mais c'est que tout ça arrive en moins d'un quart d'heure. Dans un Ouais, c'est match ça. où l'OM est plutôt bien rentré dedans, même si ils font pas un match incroyable. Bah, ça fait quand même 2 énormes fautes en un quart d'heure. Tu te dis que potentiellement tu mérites pas d'être à 11 contre 11 au bout de ce même quart d'heure-là, et t'as l'arbitre qui fait rien pour calmer un peu les choses non plus, donc c'est compliqué. Et ce qui nous amène sans doute sur le second point, c'est-à-dire que bah cette faute de Verdonk, elle a deux principales conséquences. La première, c'est le carton jaune de Greenwood qui manquera le match contre Monaco. Alors, l'OM a déjà a déjà gagné des matchs que Greenwood a manqué, donc ça, on aura l'occasion de l'évoquer un peu plus tard. Mais ça reste un coup dur. Et surtout, bah, quelques minutes après, je crois 3-4 minutes après, Greenwood sort pour Nwaneri. Nwaneri qui finira par marquer. Mais c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure, et là, du coup, je te laisse la parole, Younes. C'est ce changement-là, alors que tu as potentiellement Gouiri, que tu as potentiellement Ahmed Traoré, bon, dont il faudra peut-être ouvrir le dossier aussi à un moment donné. Mais entrée de Nwaneri, qui est quand même pas le plus concerné depuis quelques semaines, qui en plus, au-delà de pas être concerné, a subi la Coupe de France avec sans doute peut-être un contre-coup qu'on peut difficilement imaginer, nous, sans information pour le moment, mais Habib Beye, en tout cas, cette donnée-là, sans doute, parce qu'il le voit tous les jours. Et Ethan Nwaneri, malgré son but, bah, on se rend compte quand même que ce changement-là, dès la 15e, 20e minute de jeu, il conditionne tout ton match. Et avec du recul, est-ce que c'était vraiment le move à faire? Est-ce que Habib Beye a senti un truc pas sûr? Non, bah, senti un truc, je pense pas, parce que l'écho qu'on renvoie ce changement, c'est un changement poste pour poste, pas réfléchi. Surtout que ça intervient sur une séquence, parce que même si c'est la 16e minute, il y a déjà eu 2 matchs à ce moment-là. Il y a eu un premier très bon début de match de l'Olympique de Marseille jusqu'à la 6e minute à peu près, la première bonne sortie de balle lilloise, où tu étais plutôt bien dans le match et tu as réussi à t'installer dans le camp lillois et mettre cette fameuse intensité dont on nous parle tant et dont on a du mal parfois à percevoir qu'est-ce que ça représente vraiment. Et dès la première sortie de balle lilloise qui annule complètement ton pressing, qui est juste généreux mais complètement désorganisé, Lille était dans un très bon temps fort juste avant ce carton rouge sur ces 10 minutes-là. Donc il y a Genesio qui a forcément apporté une réponse tactique, c'est ce que je pensais en regardant le match. Au final, à la fin du match, Bentaleb nous dira que c'est les joueurs eux-mêmes sur le terrain qui ont pris conscience du décalage qui était créé au milieu de terrain et qui se sont réajustés. Et on a vu tout de suite bah, que ça allait beaucoup mieux pour eux. Donc c'est ce temps fort-là dont je parle. Habib Beye, il est censé l'avoir vu à ce moment-là. Et avec Nwaneri sur le terrain à ce moment-là, il ne répond pas du tout à cette organisation lilloise. Et pour moi, le changement, il est très mal senti. Alors, il y a plein de choses et c'est tout à fait normal dans le contexte dans lequel il évolue, qu'on ne veut pas forcément pointer du doigt chez Habib Beye dans les prestations qu'on voit actuellement à l'Olympique de Marseille, parce que pas être responsable de tout en étant arrivé il y a un mois. On veut bien passer sur le fait que la production ne soit pas totalement plaisante, pardon, et qu'elle nous en joue. On en a parlé tous les 3, Max, quand tu étais pas là, après le match contre Auxerre notamment. Mais là, sur des situations comme ça de micromanagement au sein d'un match, il y a pas besoin d'être là depuis 8 ans au club pour prendre des bonnes décisions, ou en tout cas montrer que tu es capable d'avoir des réflexions qui sont intéressantes. Que ça marche ou pas derrière, c'est un autre sujet. Et là, pour le coup, il m'a particulièrement déçu parce qu'il y a effectivement cette association Aubameyang-Gouiri dont il nous parle tant en conférence de presse. J'entends que Gouiri, il explique après, n'a a priori pas 90 minutes dans les jambes, mais sur un match comme ça, contre un adversaire qui a joué 3 jours avant en Coupe d'Europe,
est-ce que t'as pas envie de te rendre le match facile dès le début? Là, si j'ai 30, 40, 50 minutes de Guiri, je préfère le voir sur un début de match que potentiellement sur une fin de match. Et à ce moment-là, c'est l'occasion parfaite finalement de te réorganiser. D'autant plus que tu peux tout à fait faire rentrer Guiri et le ressortir après dans le dernier quart d'heure C'est ce si que j'allais te besoin. dire. De la Et même puis, manière qu'il a ressorti Nwaneri, puisque tu il y a l'as fait aussi avec, ce monde-là de dire, puisque tu s'il l'as a fait que avec 45 Nwaneri. minutes dans les jambes, utilisons-le intelligemment contre une équipe qui soit va avoir du mal à rentrer dans le match parce qu'elle en a plein les bottes, soit contre une équipe qu'il faut fatiguer justement parce que tu sais que la deuxième période potentiellement ils vont commencer à ressentir l'effet du match du jeudi et plus de l'élimination et du coup qu'ils ont pris contre Aston Villa où ils ont été grossièrement inexistants quand même sur 2 fois 90. Je les trouvais pas particulièrement bons et je suis même à deux doigts de vous demander s'ils méritaient véritablement de prendre 3 points et je pense qu'on sera tous unanimes sur le fait que pas vraiment. Il y avait quand même pas mal d'éléments qui font dire que ce changement poste pour poste, c'est vraiment une non prise de risque mais de la même manière et je crois que c'est toi qui en parlais juste avant Alba, mais de la même manière qu'on voit des non prises de risque un peu de la part d'Habib Beye depuis qu'il est là et Bah, et et sans réel résultat en plus, moi, sans impact dans les performances. c'est là où je trouve que le bas blesse un peu depuis l'arrivée d'Abibay. Bon, on en avait parlé en off où on disait, même on en a parlé pendant, je crois, un des premiers podcasts que j'ai fait, que il y avait plus beaucoup d'attentes par rapport au jeu et qu'on allait chercher à être plus critique sur autre chose parce qu'on savait que mettre en place quelque chose de nouveau maintenant, ça paraissait de l'illusion et ça paraissait hyper compliqué pour Bey et qu'on n'allait pas être regardant sur ça. Par contre, sur la lecture des matchs et sur la gestion des remplacements, c'est quelque chose qui me paraissait être une, une des conditions où on allait être un peu plus critique. Et je trouve que depuis son arrivée, c'est un peu au petit bonheur la chance. Ça a commencé bon contre pas à Brest, mais bon, il y avait eu déjà, on va dire contre Brest, il y a eu des choix quand même qui étaient forts parce que sur la compo, on a été interloqué. Il fait commencer Vermeuren, ça n'a pas marché. Il sort à la 45e, si je dis pas de bêtises. Contre Lyon, il y a la blessure de Timber et fait rentrer Peshao. On était tous unanimes pour dire que le changement n'était pas logique au vu de la physionomie du match, mais finalement, Peshao fait une super entrée et lui fait gagner le match. Contre Toulouse, on commence avec Abdelli, qui sort à la mi-temps et là encore, c'est Nwaneri qui rentre et on le changement sur le moment n'a vraiment pas lieu d'être parce que autant la première mi-temps, l'OM est meilleur que Toulouse, on estimait que le match était plutôt bon et autant ça s'est complètement équilibré sur la deuxième mi-temps, en partie, je pense, par la rentrée de Nwaneri et après, Toulouse, il y a rien à gratter et Auxerre, l'entrée de Gouiri fait que le match bascule. Mais voilà, c'est très approximatif. En fait, c'est très compliqué de lire ce que Bale veut faire, à part, moi, c'est l'impression que j'ai, hein, mais du changement logique. Non pas conditionné par une lecture, par une idée en tête, mais juste, ah oui, il faut que je fasse rentrer mon remplaçant 1 parce que, parce que c'est mon remplaçant 1. C'est pas parce que je vais essayer de faire basculer le match, c'est parce que je pense que c'est le joueur à faire entrer parce que le match, non, j'estime que sa lecture, elle est pas bonne et ça me déçoit un peu, non pas que j'avais des attentes, extrêmes vis-à-vis de Bale par rapport à sa signature, mais je me dis sur la lecture de match, c'est au moins un point sur lequel, on pouvait attendre plus et franchement pour le coup, il me déçoit beaucoup et j'attendais un peu mieux de sa part. Moi, il y a un autre truc qui m'a fait rire, que j'ai même pas capté à la sortie de la compo, que j'ai capté après. C'est que c'est le choix derrière. Parce qu'en fait, ça fait 2 semaines qu'ils nous parlent des cartonnés en nous disant on est à la merci d'une suspension à certaines lignes, plusieurs joueurs, et qu'il le craint. Et il a décidé au lieu d'être privé d'un joueur parce qu'il a été suspendu en le faisant jouer,
il a décidé de se priver d'un joueur pour éviter d'en être privé par des cartons. Genre, je dis pas que Pavard est un cadre de l'OM ou un cadre, tu vois. Mais parmi les choses depuis son arrivée qui marchent bien, c'est en individualité, c'est lui. Et je comprends pas le principe de le sortir par précaution alors que, enfin, t'as justement peur d'avoir un suspendu. Pourquoi? Enfin, si tu t'infliges le mal toi-même, je comprends pas la peur, je comprends pas le choix. Le changement, franchement, si j'avais revu le match à la télé, je pourrais en parler. Je vous fais confiance à 100% sur le fait que c'est pas bien senti. Moi, franchement, ce qui me choque sur le match, c'est que, comme vous l'avez dit, ils ont joué contre Aston Villa en Europa League 3 jours avant. Nous, on avait joué vendredi, la semaine d'avant en Ligue 1. Et j'ai l'impression que du stade, s'il y a bien un truc que tu peux voir, c'est les momentum des équipes. Parce que le stade suit, donc tu le sais. Genre, l'OM a quoi? Peut-être 7 minutes de momentum à tout casser au cumulé sur la rencontre. Genre, il y en a 3 en retour de seconde. Vous parlez d'un bon début de match. Du stade, franchement, je l'ai pas senti. Peut-être que c'est pas aussi pourri que ce qui se passe après. Mais du stade, je l'ai pas vu. Mais je me dis, c'est pas possible d'avoir si peu de moments de domination. Que tu te fasses balader par Lille, la vérité, tu t'es fait balader enfin, dans la manipulation du ballon, ils t'avaient déjà baladé chez eux à l'époque. Non, pas au match aller, ils t'ont pas baladé au match aller. Ils ont rien fait au match aller. C'est un match qui s'est Ouais, mais fini là non plus, à la 11 c'est la à la même 11e minute. Non, non, je trouve que le match, il est quand même meilleur là côté lillois. C'est quand même pas il y a pas de quoi sauter au plafond, mais c'est quand même mieux. J'ai moins d'amertume sur ce match-là qu'au match aller. Moi, franchement, les 2 matchs m'ont fait genre, moi, le match m'a fait la même chose. Genre, le match contre le Lille m'avait tué, la vérité, le match aller. Là, c'est pareil, genre, ça y est, j'ai plus de, franchement, genre, il va falloir qu'ils me regagnent, tu vois. Comme après Lille, ils auraient pu me regagner, tu vois. Genre, Oui, non, mais ça, rentrer- c'est vrai que l'effet soit le même, à la limite, je veux bien, mais franchement, le match aller, c'est la production. dans l'incapacité à leur prendre le ballon, c'était la même chose, hein. Je me rappelle de leurs centraux qui avaient la balle tout le match et qui étaient incapables de leur prendre. Là, c'était peut-être un peu plus haut, un peu plus prononcé. Et vu que c'était pas, tu vois, vu que tu avais un bon Bentaleb, c'était un peu plus criant. Mais c'était déjà le même genre de match où tu étais impuissant et où tu produis que très peu, tu vois. Ah, À ça, oui, partir sur du la pole. moment où c'est le milieu défensif de l'équipe adverse qui brille, c'est que vraiment tu fais un mauvais match. C'est que dans ils n'ont rien proposé. Et j'ai eu la même impression. Alors autant ils n'ont pas proposé grand-chose au Vélodrome, je les avais déjà trouvés extrêmement moyens chez eux. Et j'ai l'impression que ça fait vraiment partie des équipes qui, pour le coup, sont en tête, mais à qui t'as donné des points et qui le méritaient pas vraiment, quoi. Il y a pas que cette année, mais eux particulièrement, tu leur as donné une caisse de points, Ouais, alors franchement. que 6 points, tout simplement. qu'est-ce qui différencie ces matchs-là des matchs contre le PFC où tu fais 2-2? Franchement, le PFC, ils produisent plus. Et, Genre, et le PFC, t'en mets 2, il mérite presque d'en mettre 2 sur le quart d'heure où il pousse un peu. ouais, franchement, là, le match, franchement, ce match-là, il était ignoble pour tout le monde, hein. Sauf qu'il y a une équipe qui repart avec 3 points. Mais même ce qui est dégoûtant, enfin, je sais pas, moi, ben, il dit, on arrive à les pousser, à les emmener, ils sont réceptifs et tout. Franchement, un maître Traoré qui rentre, prend un rouge. En fait, quand il rentre, je crois, l'OM est mené déjà. Ou non, il doit rentrer un Non, partout. Mais il y a des un minutes où partout, ouais. l'OM est mené. Je sais pas, mais c'est aberrant ce qu'il produit. Je sais pas, mais des coups je prends un rouge ou fais des fautes mais un peu d'abnégation. Là, tu te dis, mais ben, ils se foutent de ta gueule, genre ils veulent juste, soit ils les poussent pas. Vas-y Alba. Non, moi j'ai l'impression que ces mecs-là n'ont pas de caisse, ils ont pas de gaz, ils ont pas de supplément d'âme et va savoir ce qui se passe en off, mais j'ai l'impression que les mecs, je dirais pas qu'ils ont abandonné parce que non, ils abandonnent pas, ils feront en sorte de répondre aux objectifs, mais je pense qu'ils ont vécu trop de traumatismes. J'ai même pas envie de enfin leur donner raison parce que bon, la saison a été comme elle a été, mais j'ai l'impression que les mecs ils y sont plus et que ils se disent on a la capacité footballistique pour le faire, mais on n'est pas en On va mesure pas de se se faire faire mal. violence. Voilà, on Ouais, peut plus. exactement ça que j'allais te dire. On Ouais, peut plus se faire violence et qu'ils sont arrivés à un stade où ils se disent footballistiquement, on est en mesure d'eux,
Mais si ça plafonne, comme ça a été le cas dimanche, parce que tu as un adversaire qui est chiant, même s'il propose rien, mais c'est chiant, ils sont en place, euh, ils vont pas se livrer plus que ça. Ils ont trois individualités. Pour le coup, là, ça a été Fernandez Pardo, ça a été Félix Correa et ça a été Thomas Meunier. C'est un peu chiant. Il y a un mec comme Bentaleb au milieu, il a de la bouteille, ça va être chiant. C'est un match chiant, un adversaire chiant et toi, t'as pas la capacité de faire plus parce que tu as tellement vécu une saison galère, parce que t'as pas les jambes aussi, il faut se le dire, que t'as plus ce supplément d'âme pour y arriver. Et les mecs, ils sont nuls. Et là où c'est malheureux avec cet effectif-là, c'est que sur le banc, t'as même pas les mecs pour essayer de faire basculer un match. C'est que t'as Guiri, il rentre, mais c'est limite trop tard. Tu fais rentrer Nwaneri, c'est nul. Même s'il a le but, c'est nul. Les mecs comme Mouya, ils ont plus rien. Un mec comme Højbjerg, il a plus la tête pour faire plus. Kondogbia, c'est 60 minutes moyenne, pas plus. Au final, il y a plus personne pour te faire la diff, pour te faire gagner un match. Que ça soit dans ta surface, ou ça peut être Ouya, ça peut être Balerdi, ça peut être Pim Pam Poum en défense, qui va te faire l'intervention décisive, qui va faire que tu vas pas prendre de but. Devant, t'as pas l'attaquant parce qu'il joue pas suffisamment et que ton titulaire, il y arrive plus pour te mettre un ou deux buts. Et au final, qu'est-ce que ça donne? Un match qui finit par s'équilibrer et où ça va se jouer, on va dire, au mental, sur des détails. Toi, Et en t'as plus, plus un rien truc sur lequel je pour y voulais arriver. réagir, c'est que vous parliez d'Obama en disant, non, pardon, vous parlez pas d'Obama, mais quand vous parliez de changement en Nwaneri, vous disiez le choix logique. Mais il y a même certains choix logiques qui sont pas faits, tu vois. Parce que à la limite, comme l'a dit Younes, ok, Habib, Amine, il peut pas démarrer, Gouiri, il peut pas démarrer, il a pas 90 minutes et tu préfères l'avoir en deuxième salve parce que tu penses que tu peux tenir le score et pas concéder et que du coup le faire entrer en fin de match, mieux vaut gagner le match à la fin que prendre l'avantage au début. Ok. Mais c'est pas parce que Gouiri il peut pas faire 45, 60, 90 minutes que Obama il est obligé d'en faire 90. Il est obligé de, il est obligé de quitter le terrain au bout genre quand tu vois ce qu'il produit. Même le et il le paye parce que l'implication sur le deuxième but d'Obama. Et en plus, c'est moi qui défendais l'idée de le mettre sur le côté. Mais frère, euh, on dirait il est à deux doigts de, je sais pas, genre même, on a l'impression que même la faute, il est pas capable de la faire parce que là, l'évidence, c'est de faire faute. Et un mec de son âge, Ou de l'obtenir surtout, parce il est quand même devant Meunier à la base, hein, dans cette ouais, action. je sais pas, il a même pas le vice de, tu vois, c'est ça, ils ont même pas le Je pense vice que c'est de de, la lucidité. C'est pas du vice. Je pense que c'est de la Ouais, lucidité. C'est ils sont paumés, ils ont peur. Obama, je pense qu'il est. Je me rappelle, en novembre, on disait déjà qu'il avait fait ses minutes de toute la saison normalement. Bien. ouais. Et il est titu et il fait 90 minutes. On est en mars. Il a fait Bon, il a fait le double ou le triple depuis. Mais, et tu vois, ça montre que les discours de Bay, ils sont fatigants parce que tu nous dis, ouais, on ramène Ange avec nous parce qu'on n'a pas beaucoup de solutions devant et qui peut-être le petit jeune, il va nous aider. Mais on a aussi Ahmed qui peut jouer devant. On a Igor qui peut le faire. Ouais, mais la vérité, tu peux nous raconter tout ce que tu veux, nous dire toutes les possibilités que tu as. T'as laissé Obama faire 90 minutes alors que il est incapable et t'as même pas, dans tes changements, amené des éléments à côté de lui pour lui faciliter la tâche comme contre Auxerre avec la rentrée de Bouri. Franchement, c'est dur pour Habib, tu vois. Moi, j'ai pas envie de le charger parce que j'aurais pas aimé qu'un coach que j'aime se fasse déglinguer. La vérité, il est venu faire le pompier, qu'il essaye de faire son top 4, mais Ouais, Après, c'est on n'est pas pas là top. pour, pardon Alba, on n'est pas là pour le charger. Enfin, Non, je trouve non, on je a dis mis pas assez faire de le charger. pincettes. Oui, bien sûr, mais on a mis assez de pincettes pour dire que c'est difficile de jouer dans ce contexte-là. Ça présage de rien de l'entraîneur qu'il est et de ses qualités. Mais à un moment donné, enfin, c'est bon, ça fait un mois qu'il est là. On a le droit quand même de pointer du doigt à certains sujets. Oui, je sais que tu dis pas ça forcément par rapport à nous, mais de manière générale, la lune de miel, elle est entre guillemets passée, tu vois. Et normalement, quand tu prends un nouvel entraîneur dans ce contexte-là, t'espères que quand il arrive, ça fasse un électrochoc. Nous, je suis pas sûr qu'on puisse considérer que l'électrochoc, on l'a eu. Oui, si vous voulez, il y a 3 victoires consécutives en Ligue 1, mais il y a une élimination sur ce qui était un des objectifs de la fin de saison, un des objectifs de la fin de saison qui vient entre tout ça. Donc malheureusement, sur Habib Beye, moi je demande que ça pour le coup, être à être ramené et trouver des circonstances atténuantes, parce qu'encore une fois,
le propos et ce qui me déçoit le plus dans ce match-là, c'est de ne pas sentir de réflexion de sa part, que ce soit sur le changement, mais même dans l'approche du match. Globalement, je ne sais jamais comment l'OM veut attaquer, à part ces longs ballons de Medina dans le dos de la défense pour trouver Péchao, et on use et abuse de ça. Je ne vois vraiment pas de schéma clair sur la façon dont l'OM veut attaquer. Et ça, malheureusement, ça me dérange parce que j'aimerais bien pouvoir juger Habib Beye sur le fait qu'il essaie de mettre des choses en place et que ça ne fonctionne pas. Il trouverait en moi un avocat pour dire que au moins il y a ça, on essaye ça, que c'est peut-être les joueurs aussi, etc. Parce qu'ils sont forcément leur part de responsabilité, c'est indéniable. Mais là, je ne vois rien. À la décharge de Beye, et pour le coup, c'est peut-être parce que j'ai pas vu Auxerre, donc ça m'enlève un mauvais match de Beye, même s'il y a eu une victoire. J'ai l'impression qu'à Marseille, c'est difficile de faire changer une tendance en pleine saison, et que ce soit Beye, que ce soit n'importe qui, Deschamps après l'élimination contre le Bayern, Tudor quand tu sais que tu peux plus récupérer la deuxième place contre Lens. Quand ça craque, ça craque. Et avec tout ce qu'on peut le charger entre guillemets sur le plan tactique et sur les discours qui coïncident pas vraiment avec ce qu'on voit, il a quand même maintenu, pour le moment en tout cas, une 3e place à la force du poignet avec des petits 1-0 un peu merdiques, soyons honnêtes. Mais on n'est pas sur ce qu'on pouvait craindre et qui pour moi était un scénario qui arrivait vraiment, c'est-à-dire une explosion du club après l'affaire. Alors c'est pas l'affaire Longoria-Benatia, mais c'est le momentum Longoria-Benatia, McCourt-Beye, en gros. Et force est de constater que ça tient. Alors moi, ce qui m'embête, et je regardais le classement tout à l'heure, c'est qu'à la mi-temps, l'OM avait 5 points d'avance sur Lyon, 8 sur Lille, avait Monaco largement derrière, même s'ils reviennent fort. Et là, en fait, il y a un monde où la semaine prochaine, tu peux être 5, à égalité avec le 6e. Et ça, pour moi, c'est un peu plus dérangeant. Peut-être qu'on en parlera quand on fera la preview de Monaco, mais... On va pas crier avant d'avoir mal, Max. Ouais, On a oui, déjà c'est ce match vrai que... comme ça. On a déjà ce match. Effectivement, on est au bord de la fenêtre au 12e étage, où effectivement, il y a que notre lacet qui est accroché et qui nous retient, et on n'est pas encore tombé. Est-ce que vous vouliez revenir sur d'autres points sur Lille ou on passe sur quelque chose qui nous fait Non, un petit Ah peu plus non, plaisir? merci. c'est bon. Non, merci. C'est bon. Parlons de Dimitri, s'il vous plaît. Eh ben, je crois qu'il faut parler du coup de l'autre gros dossier qui est arrivé en plein match de Lille. Alors je dis pas que je l'ai vu arriver une fois que j'ai vu Dimitri en plateau, mais quand même lui accorder 15 minutes comme ça en plein milieu d'un match alors qu'il avait pas du tout d'actu, et où pendant les 5 premières minutes de l'interview de Smaïl, on parle pas de lui et du terrain, mais on parle plutôt de ses souvenirs. J'ai senti arriver le truc. Déjà, toi, au petit du stade, est-ce que vous avez eu un écho de quoi que ce soit de ce qui s'était passé à la mi-temps, ou est-ce que tu l'as découvert en sortant du stade ou éventuellement sur un pop-up sur le téléphone, mais on est bien Non, d'accord qu'il n'y a rien eu. il y a strictement rien eu. Et j'ai vu sur Twitter à la mi-temps qu'il a annoncé sa retraite, et je me suis dit, donc là, il est sur la pelouse. Tout le monde personne sait qu'il est. La vérité, je pense, sur 100 mecs dans le stade, il y en a 98 qui savent pas qu'il est là. Et bon, je spoil le débat d'après, mais ce qui est une énorme légende du club au XXIe siècle annonce sa retraite, et personne le. En fait, il est en train de chialer sur la pelouse, et on ne sait pas, genre. Et Il est en train de chialer sur sa pelouse. sur sa pelouse. Ah, pareil. Ça y est, alors là, on l'a lancé, j'ai l'impression. Non, Pour non, ceux qui sont... il a raison de me corriger. Il est en train de chialer Mais oui, sur sa pelouse, et on le sait pas, genre. Et en fait, il annonce sa retraite comme si c'était, je sais pas moi. J'ai même pas envie de citer quelqu'un pour le rabaisser. Ça, c'est pas l'intérêt, mais comme s'il était pas Dimitri Payet, genre comme s'il était pas le mec qui a fait lever ce stade 1 milliard de fois.
Je sais. Est-ce qu'avant de rentrer dans le truc, on est d'accord que même si on part du principe que il l'annonce comme ça un peu en catimini sur Ligue 1+, tout le monde n'est pas forcément obligé de savoir qu'il est invité pour pas griller le truc, etc. Est-ce qu'on est au moins d'accord que ça peut se faire en avant-match avec un Ben petit oui. truc, Bah oui. avec un tour d'honneur, ou même à la mi-temps. À la mi-temps, c'est plus compliqué qu'avant le match, mais un petit événementiel quand même. On demande pas à Ligue 1+ de faire une journée hommage, sauf Younes, mais au moins Ovel, sachant qu'il va l'annoncer sur un match à domicile, un Mais, petit truc, une petite vidéo, 3 buts, je sais pas, n'importe quoi, mais donner le micro, quoi. mais moi, je trouve ça hallucinant, c'est que ça veut dire que Payet est au courant qu'il va mettre un terme à sa carrière, donc il y a des jours qui passent. Donc il y a Payet qui a sûrement fait une demande auprès du club pour venir au stade. Donc ils ont dû lui dire oui, ok, mais Pour le coup, je crois qu'il a encore une loge au stade. voilà, bon, il vient au stade, mais ça veut dire qu'il y a un monde où il y a Non, mais pour absolument avoir l'accès personne. pelouse, Voilà, c'est que ça veut dire qu'il y a un monde où il y a personne au club qui est au courant que Payet prend sa retraite. Mais c'est même pas ça, frérot. Ça fait 3 semaines qu'il est à Marseille. Mais Genre, moi, je pense, encore une fois, il y a quelque chose qui va pas. Ça veut dire qu'il y a un monde où personne n'est au courant qu'il va annoncer sa retraite. Et donc, il annonce sur Ligue 1+. Et là, il y a rien. Donc, il annonce, personne n'est au courant au stade. Peut-être personne n'est au courant à l'OM. Et on parle de la plus grande légende, d'une des plus grandes légendes. Enfin, déjà, la plus grande légende sur ces dernières années, sur la dizaine, quinzaine. Et ça choque personne. Et il y a rien qui est mis et en 3 place. minutes après, tu prends un but Et après, de Thomas Meunier. voilà. Et après, on passe à autre chose. Et qu'on se le dise, il y a quelque chose qui va pas. Moi, je veux bien on nous a parlé bon, parce que je veux pas passer pour le rabat-joie de service, mais de professionnalisation du secteur communication de l'Olympique de Marseille depuis un an et demi. Il y a des personnes très compétentes qui sont arrivées, qui sont en place. Mais ça, c'est le b.a.-ba. Tu respectes tes légendes, tu respectes. Il y a tout tu dois être au courant de tout. Ça reste ton capitaine pendant X années. Tu dois être au courant de ce qui va se passer. Et je peux pas croire que il y a rien qui a été mis en place. On va nous dire oui, ben on va organiser un truc, peut-être en fin de saison, peut-être j'en sais rien. Mais on s'en fout, nous on veut le moment là, on veut du concret maintenant. On veut pas dans 3 mois. Ça nous intéresse pas dans 3 mois. Il faut faire quelque chose de Surtout suite. que j'ai l'impression que ta théorie de ils étaient pas au courant. Alors soit ils étaient pas au courant, soit ils veulent vraiment pas le faire. Mais vu ce qui a été fait Pour en Mandanda, tu vois. après-match, et ouais, alors déjà pour Mandanda, mais ne serait-ce que ce qui a été fait en après-match, la petite vidéo qui est passée un peu inaperçue, le petit tweet, on leur demande pas de faire encore une fois de le mettre en homepage Bah oui, parce qu'on sait, d'OM.fr bah oui. pendant 2 semaines. Mais je trouve que ne pas respecter, je pense que c'est un manque de respect, sincèrement. Ça a été ton capitaine pendant combien? 6 ans, 7 ans. Mmh. Depuis qu'il Et revient, je crois, l'année d'après, je sais Ouais, pas. après, il y a des saisons où c'est Steph qui l'a, je crois, mais de toute façon, bah, ça fait écho depuis un quand moment. il revient, non, hein, parce que c'est le capitaine. Oui, mais du coup, il a pas été de manière Oui, continue. oui, mais je veux dire, c'est le capitaine, tu vois, sur le début Oui, d'année, bien c'est sûr, lui non, le non, bien sûr. capitaine. Tu vois, Non, non, bien sûr. s'il y a tout le monde s'il est sur le terrain, c'est lui. Non, bien sûr. Et tu respectes même pas un peu, un petit peu. Mais justement, ça fait écho au départ de Steve aussi, et on s'était déjà Mm. indigné pour le coup à l'époque. Donc voilà, Ouais, je trouve ça très mal fait, et, c'est catastrophique. et le parallèle quand même avec les départs de Ayou, Gignac, qui part en même temps que lui. Rod Fanny, je crois. Rodfanier, Euh, Morel, il y a Morel, euh, non, Nkoulou, c'est l'année m- d'après. mais à ce moment-là où en gros il y a un florilège de maillots retirés, de numéros retirés, on se met tous dans le rond central, Valbuena, ouais. on chiale On, tous un on, bon coup on et on met les substitue le vidéos. numéro pour Valbuena. C'est le parallèle est quand même 10 ans plus tard. Alors Labrune n'a pas tout bien fait évidemment et c'était peut-être too much sur certains trucs, mais il y avait quand même un côté on respecte et peut-être une âme un peu, un truc un peu plus humain et moi je reste persuadé et après on va reparler des bons moments de Dimitri parce que
parce qu'on est là pour ça. Mais je reste persuadé que le lien qui s'effrite entre le club et ses supporters, ça passe aussi par des moments comme ça sur lequel le club arrive pas à capitaliser et sur lequel on peut pas se retrouver. Et il n'y a pas eu tant de bons moments que ça ces 15 dernières années. Si au moins on n'est pas tous à un moment donné pour faire une mini fête à quelqu'un qui, avec ses bons et ses mauvais côtés, on va l'évoquer, mais qui a quand même fait lever tout le monde du canapé, j'allais dire une centaine de fois, j'abuse, mais on n'est pas sur le passage d'un joueur lambda. Je trouve que ça participe à ce côté, on comprend plus trop ce que devient le club et c'est pas bon. C'est pas bon. Ils nous embarquent même pas là-dessus. Bon, Non, très effectivement, étonnant. il y a bien un joueur qui l'aurait mérité à mon sens, c'est lui et Mandanda, aussi sans doute, sans comparer les 2. Mais ouais, dans un club qui ne célèbre pas et plus de trophées depuis 15 ans, cette incapacité à juste, avoir un moment fort de connexion entre une de tes légendes du 21e siècle et les supporters, c'est un virage raté et comme le disait Alba, pour, un club qui s'est doté, et qui est censé s'être, amélioré sur le volet de la communication, on a la preuve on est juste minable sur ça. Après, si s'améliorer sur le volet de la communication, ça veut dire virer des salles de presse, les journalistes qui nous énervent. Ouais, si c'est ça, s'améliorer sur le plan de la com, ils se sont améliorés. Si c'est être un grand club de foot, non, ils sont pas améliorés. La vérité, ils sont pas améliorés. En fait, il y a aucun biais qui peut le justifier parce que on vient de gagner 3 matchs d'affilée. Les supporters, au début de ce match-là, tu sais qu'il va pas y avoir de défiance. Personne va te casser les pieds en Surtout avant. que tu les as rencontrés quelques jours avant en plus, Ouais, avec Habib Beye, avec un accord d'union sacrée. genre Tu personne pouvais va. même le prévoir. Non mais Un en peu vrai, en off, enfin, tu vois. Tu pouvais au même au au prévoir un truc. non mais bien sûr que tu dois le prévoir et tu dois le prévoir en avant-match et Non, mais avec dire les aux non mais supporters, j'entends. Vu que tu ah les as oui, bien sûr. rencontrés, Ouais, ouais. si tu es vraiment en amont de l'info et que tu es proactif sur ce truc-là, il y a un Mmh. monde où même Payet peut être surpris de ce qu'il va trouver Bien au sûr, mais stade. enfin, en vrai, l'ironie du sort fait que, sa retraite intervient sur un OM Lille. Les 2 clubs où il a Ouais. évolué. Enfin, il y a aucun monde où tu ne fais pas l'hommage en début de match, où il Mmh. ne donne pas le coup d'envoi fictif et voilà, le match attaque et il a pas besoin d'aller sur Ligue 1+, à ce moment-là ou à la limite, si lui a négocié l'exclu avec Ligue 1+, ça l'empêche pas de le faire en avant-match plutôt qu'à la mi-temps parce qu'honnêtement, va reprendre, le fil de ton match, toi, à la deuxième mi-temps quand, tu as Dimitri Payet qui est venu au micro Ouais, pour non, expliquer impossible. pendant 11 minutes. Honnêtement, moi, j'étais secoué au début de match. Autant dire que le but de Meunier, c'est, la claque finale et ça m'a beaucoup sonné. Mais ouais, je comprends pas pourquoi, Mais à la limite, tu vois, même si tu as une crainte par rapport au contexte de ce match-là, tu lui dis normalement, tu l'appelles, tu lui dis Jim, ta retraite là un dimanche à 17h15 sur un match qu'on a mis en un peu plus tôt parce qu'on a peur des résultats des municipaux, je sais pas quoi. Oublie. On est en train de parler avec Arsenal là pour le dernier match de préparation de la prépa l'été prochain. Tu vas venir un 8 août à 19h en plein soleil, après un été bien calme ou patati patata, et en plein soleil, tu vas nous dire, tu vas nous faire tes adieux, on va mettre une compile, on va faire l'événement. Mais là, comment dire, après qui au club peut prendre une décision pour lui tout? personne, ils sont tous, ils sont tous là depuis 8 mois et ils sont pas là pour, Ouais, après, on va pas déparler, mais mais ils en ont rien à faire du club. bon, parlons peut-être de pourquoi ça nous indigne tant Ouais, que voilà, parlons de ça. cet homme n'ait pas eu d'hommage. Alors, moi, je vous ai posé la question dans le conducteur, et je vais honneur à Younes sans doute, mais parce que bon, tu vas devoir. J'avais demandé 3 moments. Je sais que tu en as sans doute 30. Donc, il faut vraiment que tu fasses vraiment ceux qui t'ont marqué. Franchement, ça va être dur. Ça va être dur parce que j'ai pas été marqué par beaucoup de joueurs dans ma vie. Il y en a très précisément 3. Il y a Didier Drogba qui est, ma première vraie saison, en tant que supporter lucide. J'avais 8 ans à l'époque et c'est la première saison que je suis de bout en bout, où je m'attache réellement à l'équipe, où
où je suis fan d'un joueur, et cetera. Donc Drogba m'attrape à ce moment-là et je l'ai suivi après toute sa carrière parce que, bah, il y a eu ce coup de foudre qui est arrivé. Ensuite, il y a Nasri que j'ai pris pleine tarte, dès son premier match et bah, forcément, Petit Prince, c'est un joueur que j'ai suivi, aimé et défendu toute sa carrière, du long. J'ai tous ses maillots dans tous ses clubs, et cetera. Et à un âge, que je pensais pardon, ne plus tomber amoureux d'un joueur, il y a Dimitri Payet qui est en plus, ça l'ironie de l'histoire, c'est que c'est un joueur que j'aimais pas du tout avant, mais quand je dis j'aimais pas du tout, c'était le genre de joueur qui ne m'intéressait pas du tout. Cette espèce d'ailier virevoltant, capable d'allumer la lumière, une fois sur 2, mais d'être, transparent ou absent. Et la saison, même quand il arrive à Marseille, ça me fait pas d'effet particulier. Et la saison avec Bielsa, le joueur que Marcelo Bielsa a créé, parce que moi, pour le coup, le Dimitri Payet que j'aime, c'est celui que Marcelo Bielsa a Ouais, il y a un créé avant-après qui est et qui est sidérant. Et c'est aussi pour ça que j'ai autant d'amour pour Marcelo Bielsa. Mais cette saison-là, je tombe viscéralement amoureux de Dimitri Payet, de sa façon de jouer. C'est la définition parfaite de tout ce que j'aime dans le football. Cette capacité à toujours tout voir avant les autres, cette capacité techniquement de pouvoir exécuter tout ce que le cerveau te dicte, dans toutes les positions sur un terrain. C'est quelque chose qui est incroyable et de manière générale, quand je regarde un match de foot, j'ai tendance des fois à me dire: «Qu'est-ce que je ferais à la place du joueur si j'avais la balle?» Et tu es assis sur ton canapé, donc tu as une vue sur tout le stade, et cetera. Et Dimitri Payet faisait partie de ces joueurs qui fait quasiment toujours ce que le jeu appelle et de temps en temps, dans un match, il va créer une passe que personne n'a vue si ce n'est lui pour le coup et pourtant on a un dispositif caméra qui est bien plus large que ce que ces 2 globes oculaires, sont capables de voir. Donc le jeu des 3 moments en vrai c'est un exercice de torture. Je ne saurais pas citer 3 moments, forts avec Payet parce que forcément on a les mêmes. On parlera de d'OM Lyon et je vous laisserai en parler après, mais je crois que c'est la plus belle soirée, que tu puisses vivre de en tant que supporter. C'est les 120 ans du club, il y a un tifo qui est extraordinaire, j'étais au stade, il allume la mèche en conférence de presse avant, il explique que c'est une affaire personnelle, il te met un doublé en première mi-temps. C'est juste du grand dîme. Il y a forcément la soirée contre Leipzig aussi où il met déjà un but d'anthologie, on lui refuse. Il leur répond: «Non, non, on me refuse rien, moi c'est moi, c'est Dimitri, c'est mon stade, je suis chez moi ici» et il t'en renvoie un qui est tout aussi légendaire et on est tous capables de décrire les yeux fermés tellement on l'a vu. Et après le troisième match, bah, pour le coup, je pense que c'est le dernier, c'est celui contre Angers parce qu'on était sur une fin de saison où, bah, après la défaite de Lens, où il marque d'ailleurs, il marque sur le dernier match à l'OM sur une saison qu'il avait passé sur le banc. Le match contre Lens, normalement, c'est fin de saison pour tout le monde et je suis quand même allé à Marseille contre Angers en présupposant que ça serait sans doute son dernier match. Alors je me rappelle plus exactement pourquoi, on savait qu'il allait pas jouer contre Brest ou qu'il y avait un risque qu'il ne joue pas contre Brest il est et non, il est beh, non. Gérardé, il a pas pris de carton jaune, avant et cetera donc je connais plus, j'ai peut-être pas raison mais je me rappelle d'être allé au match contre Angers en me disant: «Il y a un monde où c'est le dernier match de Dim au Vélodrome et bah, c'est un match qu'on gagne, c'est un match où il marque». Donc j'ai envie de le mettre à ce compte-là parce que j'ai eu la lucidité à ce moment-là de me dire: «C'est peut-être la dernière fois que tu vois Dimitri au stade» et pour conclure ça, globalement, en n'ayant jamais habité à Marseille, Payet était la raison pour laquelle, j'avais envie de prendre un train le dimanche matin à 6h et prendre un autre train retour le lundi matin à 6h du matin. Parce que c'est le genre de joueur que j'avais envie de voir au stade et dont j'ai eu envie de profiter pleinement, vu du stade. Donc c'est un joueur indescriptible pour le coup, un un coéquipier de vestiaire aussi, de qualité, parce que sur toutes les insights qu'on a vues, effectivement, il y a beaucoup d'histoires de vestiaire avec lui et le fait qu'il puisse faire passer ses intérêts avant ceux du club, blablabla, et cetera. Ce que je vois, c'est que c'est un joueur qui était adoré par ses coéquipiers de manière générale. Quand tu vois la saison avec Sampaoli, même les hommages de Bouba Camara, Minnarit, Pape Gueye, toute cette génération, Saliba, c'était un coéquipier chambreur qui avait un sens de l'humour incroyable. Et pour le coup, s'il y a une personne avec qui j'aimerais faire une interview un jour, c'est clairement Payet parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Il a un sens de l'humour, vraiment très enfin, il a vraiment un humour de vestiaire dans lequel je me reconnais beaucoup et voilà, hein, c'est dit, en vrai. On a essayé de mettre des mots sur des choses qui sont complètement irrationnelles. Alba, tu veux faire les 3 moments ou tu commences ou je commence? Bah, moi, les 3 moments, je trouve, j'essaie de faire différemment, mais je pense que Me les vole pas moments, le mien, j'espère. bah, je vais te le laisser. Je Non, non, pense vas-y, vas-y. je pense qu'on a le même.
Mais moi, je vais rentrer. Je vais juste raconter une anecdote. Bah, évidemment, le match contre Lyon. Match contre Lyon, c'est parce qu'il a quand même vécu quand même avec un côté, oui, mais Payet dans les grands matchs. Bon, il y a eu l'épopée en Coupe d'Europe, mais c'est toujours été la lobby de oui, Payet dans les grands matchs. Ben, il a prouvé qu'il était en mesure de faire quelque chose de fort, de grand dans son stade, dans sa pelouse, contre un entraîneur avec qui, au final, ça s'était très mal fini à l'OM, hein, parce que les gens pensent que c'est que du coup parce qu'il est parti à Lyon, mais il n'y a pas que ça, parce que l'histoire de Garcia à l'OM sur sa dernière année, mais clairement, lui et Payet ne s'entendaient plus du tout. Et ça, le courant ne passait plus, donc c'était vraiment une affaire personnelle plus plus plus. Donc il y a ça. Après Leipzig, bon, on l'a vu maintes et maintes fois, hein. Mais j'aurais pu citer aussi, je crois que c'est le match contre Troyes à domicile où il met un espèce d'extérieur du pied sur Samassa, le gardien, exceptionnel. Tellement chaque match était devenu facile pour lui à cette période-là. Après, je pense que moi c'est le match enfin la demi-volée contre le PAOK. Je pense que c'est ce match-là, optique, que tu voulais mettre en avant. Moi, j'ai vécu la campagne de conférence. J'ai vu tous les matchs, sauf celui contre le PAOK. Je l'ai raté. Et quand je le vois en direct, ce but, genre, je me dis, c'est un truc de fou. Il fallait pas que je sois au stade. Peut-être je serais mort quand j'aurais vu ce but en direct. Tellement c'est le truc que tu vois jamais, tu vois dans les compiles obscurs les vidéos, elles sont dans une qualité pourrie, ce truc, championnat obscur, un mec la mis demi-volée de 40 matchs, tu te dis, ouais, truc de ouf, tu vois, mais c'est un championnat pourri, tu vois, je m'en fous, ton but, personne ne le voit. Et là, le met devant tout le monde, Coupe d'Europe, au Mais Vélodrome, la pureté du geste, sur une la passe de façon dont Cengiz, de c'était Cengiz parfait, vers tu la vois, lumière. tout était parfait. Et je l'ai raté. Mais ouais, c'est peut-être mon troisième moment que je trouve exceptionnel. Après, il y en a tellement que je pense que c'était un million. Eh ben, franchement, j'allais pas le citer parce qu'il y en a tellement que je l'avais oublié. Et c'est dingue de dire que je l'avais oublié, mais pour le coup, moi, Ouais, j'étais au stade. Et je me rappelle de ma réaction. Normalement, les buts de l'OM, surtout moi, dans l'endroit que je côtoie dans le stade, et tous les gens deviennent des animaux quand les filets tremblent. Mais je me rappelle de ce but-là. Je me tourne, je regarde à droite et à gauche, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? C'est quoi, c'est genre, c'est quoi ce but? C'est quoi ce but? Et moi, je me rappelle de ma crainte, parce que il faut le dire la vérité. Là, il fallait pas respecter heureusement que l'arbitre n'a pas respecté la règle, parce qu'on a vu des buts annulés parce que il avait l'attaquant sur la trajectoire qui se de baisse. ouf. Mais là, l'arbitre, la vérité, s'il respecte le règlement, faut le suspendre. Tu as C'est pas, t'as, C'est Gerson, je crois, Bakambu, qui Bakambu. T'as pas le Bakambu, pardon. droit, t'as pas le droit de dire il y a hors-jeu. Si tu dis que tu as vu déjà, t'étais arbitre en Conference League. Déjà, ça veut dire que t'es pas un top arbitre. Si tu annules ce but, cousin, tu n'arbitres plus. Mais ni en Europe, ni dans ton championnat lugubre. T'as pas, c'est but. Et la même chose pour le but parce que Mitroglou, il a failli nous assassiner parce que Costas, il nous annule un but contre Leipzig. Mais, Ouais, le deuxième, j'ai eu tellement peur aussi. mais sur le deuxième, on la voit tous, la faute. Je pense qu'ici, tous les quatre, on peut dire on la voit, la faute. Il y a prescription. On On- peut tous dire qu'il y avait faute. mais tu te dis, Ouais, mais ouais. il peut pas, l'arbitre. Bon, après, la vérité, je crois que Jim en aurait mis un autre. Parce que C'est comme c'est Inès possible. l'a dit, non, et ce soir-là, c'était pour lui, tu vois. Mais, mais c'est extraordinaire. Et du coup, moi, Mais juste, pardon, juste encore vas-y, sur ce match contre Leipzig, juste pour rebondir 2 secondes, parce qu'effectivement, il y a ces 2 buts, dont un qu'on lui vole. la Mais passe D mais sur le deuxième. Enfin, c'est mais même pas une justement, en passe fait, D, c'est mais ça, c'est-à-dire le but de Bounassar où c'est pas une passe D parce que du coup, sinon c'est il un va faire truc de comme fou. Morgan Sanson. C'est pied gauche, c'est parfaitement dans la course, c'est assez tendu pour que le ballon ne retombe pas avec des flocons de neige et surtout pour que tu gardes l'avance que tu as sur ta contre-attaque. Enfin, en vrai, Bon, c'est dur, hein. maintenant, je vais m'en donner mon top 3 et je sais bien parce que je vais pouvoir m'étaler sur un truc que vous avez pas évoqué, sur le match qu'on a tous cité. Lyon, on l'a 2-1 contre les Garcia. Mais les gars, le deuxième, c'est le premier ou le deuxième? C'est le deuxième, le deuxième. Le premier, c'est le péno. Le deuxième but, mais au Vélodrome, tu peux pas marquer, ou même dans n'importe quel stade, mais particulièrement au Vélodrome parce que c'est un stade de fou.
tu peux pas marquer un meilleur but. Et les commentaires de Stéphane Guy, ils sont sont légendaires. au niveau du but. Le mec, le mec, c'est un numéro 10. Parce que bon, on nous dit on est des Marseillais, mais c'est un joueur légendaire, pas que de l'OM. C'est un joueur dans l'histoire c'est un joueur de fou. Celui qui dit que c'est pas un joueur de fou, c'est juste par clubisme, parce que c'est un joueur de malade mental. Donc c'est un beau joueur. Il a le 10 dans le dos. Il récupère le ballon sur un tacle glissé où tu mets toute ta vie. Les tacles glissés où tu récupères le ballon, il se relève avec. Il envoie une transversale extérieure de 50 mètres. Il se projette, il fait une 2 avec Max Lopez. Et il marque le 2-1 et après, la célébration où il va voir le virage nord et où il fait ce qu'il fait. Mais tu peux pas, mais c'est le but ultime. Je sais pas ce que tu peux faire de mieux comme but. Justement, Younes, il y a pas longtemps, tu crachais sur les buts de 60 mètres. C'est René, c'est pourri, les buts de 60 mètres. Ça, c'est un but inoubliable, tu vois. C'est un but, il y a tout. Il y a tout. Et franchement, Stéphane Guy, en ce moment, on le vanne parce que il confond un joueur sur deux, il invente des matchs le week-end d'après et tout. Selon la couleur des joueurs, ça arrive plus fréquemment que d'autres, effectivement. Mais heureusement franchement, il a pas traversé le but, genre il est au niveau. L'autre moment que j'ai envie de citer, c'est un autre OM Lyon, c'est celui du retour. Parce que pourquoi on l'aime tant que ça, Jim? C'est parce qu'il nous aime aussi. La vérité, genre c'est pas juste un top joueur qui a joué chez toi. C'est un top joueur qui te donnait l'impression d'aimer ton club autant que toi. Et il y a deux arguments, c'est quand il revient, l'entraîneur de West Ham, il dit moi j'ai pas de problème à ce que Dimitri nous quitte, mais part à Chelsea, part à Manchester United, part à City, part à Liverpool, part à Arsenal, ne retourne pas dans ton club dans ton club bizarre là sur la Côte d'Azur. Ça n'a pas de sens. Moi je comprends que tu nous quittes, mais va mieux que nous. Bon, on est mieux que West Ham, mais ne retourne pas là-bas, passe une vraie étape. Et non, il revient. Et déjà, quand il rentre, heureusement, il a eu des moments, bon, forcément, il est mérité, il a eu des moments du courant de sa carrière, il n'aura pas eu à la fin, comme on l'a dit. Et le dernier, c'est une autre raison de pourquoi on l'aime tant, c'est la finale d'Europa League. Parce que je crois que je connais aucun joueur. J'ai jamais, après, peut-être que parce que je suis trop marseillais-centré, parce que je suis supporter de l'OM, mais je connais pas de mecs qui font l'impasse sur une Coupe du Monde pour le maillot de leur club. Genre, c'est un truc je sais pas, c'est un truc de Boca Junior ou de River Plate, ça, ou un truc de l'AS Roma avec Totti ou De Rossi. C'est même pas un Marseillais, Jim. C'est comme il a dit, là, quand il nous a fait son moment émotion, il dit, je viens du Nil. Et comme il a dit, il vient du Nil qui est à, je sais pas, la Réunion, c'est combien de kilomètres de Marseille? 5000? 9000 km, je pense. 9000 kilomètres, 10 000. Et il a sacrifié une participation à la Coupe du Monde parce qu'il est dans la liste, hein, tout le monde le sait avec la saison qu'il a fait. Ouais. Et lui, genre il y a pas, c'est pas une supputation qu'on fait parce qu'on aime Jim, tu vois. C'était lui qui était dans la liste et il perd sa place comme ça. Et quand il sort, il le sait en plus. Et quand il sort, il le sait. Mais tu as envie de te dire, est-ce qu'il pleure parce qu'il rate la Coupe du Monde? Il pleure parce qu'il a tout perdu. Il pleure parce qu'il a tout perdu. Et c'est trop Je fort. crois qu'il pleure parce qu'il abandonne tout le monde. Enfin, il est obligé d'abandonner tout le monde. Je pense qu'il y a tout, ouais, Ouais, il y a le mélange des deux. C'est un mélange de tout. Mais c'est trop fort, tu vois. L'attachement qu'il a montré à Marseille, il est trop fort, tu vois. Et les débats parallèles de frère, voilà, il nous a donné plus que ce qu'il nous a enlevé, tu vois. Il nous a à des années-lumière. Mais Donc, ça, je suis content que t'en parles parce que j'avais prévu d'en parler. Je trouve que c'est un truc, que beaucoup n'ont pas assez mesuré. Je me rappelle de nombreux débats que j'ai eu à l'époque, soit sur Twitter ou dans ma vie privée, avec plein de gens qui me disaient mais qu'est-ce que t'en sais qu'il est dans la liste? En vrai, il en sait rien, etc., etc. Moi, je suis convaincu à 1000% qu'il aurait été dans la liste et je crois que c'était un médecin de l'équipe de France qui l'avait confirmé aussi quelques années plus tard. J'ai plus en mais il y tête a même le visuel de la photo. Oui, c'est ça. Ouais, C'est Lino, je crois. Lino 13 qui bossait pour ouais, un exactement, partenaire qui a fait la com, ouais, exactement. de l'équipe de France et qui disait de toute façon sur le visuel il y est. Ouais, donc Ils l'ont ça, retiré, et ils ont fait autre chose. Ils ont mis une autre Et tête. Non, c'est une autre tête sur son corps, je crois. Oui, De c'est ça, mémoire, c'est genre, Fekir. mais il y a une histoire comme ça. Même Lino 13 en a parlé. Lino 13 était dans les petits papiers. Il savait plus ou moins ce qui a été fait. Il disait que
Ça devait être Payet qui devait être dans la liste et la modification elle a été faite en urgence. Et ça pour le coup, quand on pense, bah, forcément, tu le sais pas avant, mais à cette équipe qui va devenir championne du monde et qu'à la fin de la carrière de Payet, pour ceux qui ont encore l'audace de dire qu'ils n'ont pas aimé le joueur ou qu'ils n'aiment pas le joueur et qui vont mettre en avant sa ligne de palmarès qui est vide, pour le coup, ça restera, en tout cas à mes yeux, quelqu'un qui a sacrifié une coupe du monde, qui a sacrifié un titre de champion du monde, sans le savoir pour autant, pour l'intérêt de son club. Et je suis comme toi, petit, moi j'ai aussi la naïveté de penser que c'est un joueur qui, à l'échelle de ce qu'un footballeur peut aimer son club, est viscéralement attaché à la ville, attaché à ce club. Moi, je trouve que ne par son passage, il l'a démontré. C'est quelque chose d'incroyable pour le coup. Mais même moi, après oui, tu vas me dire que c'est un truc qui est pas que marseillais, tu vois. Mais j'ai revu là, ils ont fait une compile. Bon, il y a que les maillots Puma parce que l'OM a vendu son âme pour 25 millions d'euros par an. Euh, mais le but de, je sais pas si vous vous rappelez le triplé de Pipa contre, bon, si je sais que vous vous en rappelez, le triplé de Pipa contre Nîmes, la passe D de Jim là qui lui fait un peu au-dessus de la défense, la célébration. La louche, ouais. Et là, quand Pipa vient vers lui, il lui fait une célébration, il fait une grimace. Mais c'est un mec de, genre, c'est une gueule de Marseillais, ça. C'est genre là, c'est fini, ton île, ta réunion, je sais pas quoi. T'es un mec du 5e ou du quartier que tu veux, mais c'est un Marseillais de fou. Et même ses enfants, là, j'ai vu, ses enfants, ils sont encore, genre, ses enfants, ils ont pas bougé, il est encore à l'OM. Ils Je pense sont morts. il va suivre sa vie à Marc. Bon, après, il est blindé, donc il va bouger un peu de partout, tu connais. C'est des mecs qui ont des trains de vie qui peuvent se le permettre. Mais sa vie, elle est à Marseille et je pense qu'elle le restera, Et, tu vois. et il l'a dit d'ailleurs en interview. Ouais. Et Ouais, il il a a dit, dit ouais. qu'il était là et qu'il resterait là. Enfin, qu'il Et resterait là au gros de sa vie, quoi. et toi, Max, je sais pas si tu as préparé les 3 matchs qui t'ont marqué, mais tu as quand même été, on va dire, parmi de ceux qui étaient à la tête d'un média qui s'appelait El Ultimo Diez. Je crois que c'était lui, hein, l'Ultimo Diez, Dimitri. Quand, quand on a créé le média, non. Mais quand on l'a arrêté, Non, non, bien presque. sûr, non, mais oui, mais l'ironie du sort, c'est fait Non, mais qu'aujourd'hui, oui. quand on en parle en 2026, Franchement, quand Alba, arrête-moi si je me trompe, mais quand on arrête en 2021, des profils comme Dimitri, il y en a plus. Il y en a plus, ouais. O- Ouais, il y en a plus beaucoup, ouais. Ozil est plus là, il reste lui, quoi. Mm. Au final, et je crois même qu'on avait fait un concours du 10 ultime. Et même si il n'a rien pu faire contre la communauté turque qui s'était manifestée en nombre pour Mesut Özil, mais il était quand même très très bien placé. Et en fait, j'ai été pioché sur d'autres choses que ce qui nous vient traditionnellement en tête, tu vois, parce que comme vous, les vrais moments marquants, les trucs où j'en ai pas dormi pendant 24 heures, vous les avez déjà cités. Après, moi, il y a plusieurs moments un peu particuliers que j'ai vécu. C'est notamment un match Covid à Reims, où c'est en 2021, je crois. Le match était à huis clos et c'est un Reims-OM. Et du coup, on n'est pas beaucoup à le voir au stade. Il y a un petit peu de journalistes, mais il y a personne. Au final, il y a personne. C'est un match que tu peux voir qu'à la télé ou presque. Doublé et une passe décisive pour Milik. Victoire 1-3. Et on n'est pas beaucoup, on se regarde, on dit, mais tu vois, t'as personne dans les tribunes. Le match, il est nul parce que tous les matchs à huis clos, ça manquait d'un truc, tu vois. Il t'a illuminé un match à huis clos. Il t'illuminait un match à huis clos. Alors, il l'a pas fait tout le temps, mais celui-là particulièrement, il était assez fou. Et si je devais donner 2 autres moments que vous avez pas cités pour des raisons différentes, moi, j'adorais sa connexion avec Mitroglou. Je trouvais que le duo était dingue, même si ça a pas fonctionné très longtemps et ça aurait dû mieux fonctionner si le grec était un peu moins Ouais. bateau. Et emprunté, techniquement. juste pour faire un petit astérix, si le grec avait plus joué, en fait. Parce qu'en vrai de Et vrai, ouais. en vrai, il le fait pas jouer et tu te dis, franchement, pourquoi? Genre,
C'est un mec, c'est un goléador. Il a un top pourvoyeur. Il a les défauts qu'il a, mais franchement, c'est un regret que j'ai. Mais justement, moi, Et je te laisserai finir après, et juste pour pas qu'on l'oublie, Max, moi justement, je voulais parler de sa relation avec tous les neufs qu'il a eu, parce que il a quand même pas eu la chance d'avoir le gratin du neuf. On était quand même à l'époque où la gimmick qui marchait bien, c'est la fameuse phrase, le grand attaquant, l'OM qui cherche son grand attaquant. Et quand tu vois que bah, c'est un joueur qui peut s'asseoir à côté de Messi et lui dire: «Tiens, regarde, tu vois, sur cette stat quand même relativement importante au poste auquel on joue, bah, je suis devant toi, à savoir, le nombre d'occasions créées et le nombre de passes clés, et sur une période de temps, qui est quand même significative, hein. On se parle pas Ouais, c'est pas d'un un échantillon de 15 matchs, là. ouais, ouais. d'une saison one shot où il était en feu, ou une demi-saison où il était en feu. Là, c'est quand même, depuis 2006. Ça, c'est quand même incroyable. Quand tu vois que ce Dimitri Payet n'a jamais eu la chance d'être associé avec un neuf qui soit qu'un petit peu bon, parce qu'en vrai Pipa a été intéressant, mais Mmh. pas sur la durée, et cetera. C'est quand même un grand, grand regret. Il y a eu quand même un gros, gros virage manqué côté OM. Et tu disais tout à l'heure sa relation même avec ses coéquipiers, alors qui a pas toujours été bonne, hein. On sait qu'il y a eu une inimitié avec Thauvin notamment qui a duré longtemps et qui à mon sens a fait beaucoup de tort au club parce que tu avais quand même deux très bons joueurs et ça a jamais fité plus que ça, donc c'est regrettable. Mais sa connexion avec Mitroglou, on se souvient tous, le Grec, il était au fond du trou et quand Payet pouvait marquer, il Il lui donnait faisait des marquer pénaltys, Mitroglou et lui donnait des pénaltys, et enfin, et l'action du face à face devant le gardien où il fait la passe à Mitroglou pour le faire marquer. Bah, c'est pour moi ça la définition, pardon de te couper Max, mais c'est vraiment non mais oui. la définition du numéro 10, c'est que le numéro 10 doit vraiment être amoureux de son neuf, et réciproquement, et chez Dimitri Payet, c'est un des rares joueurs sur lesquels tu ressentais vraiment ça, au-delà de sa qualité de passe, au-delà de sa vision du jeu, c'est qu'il avait vraiment l'amour de faire marquer son numéro 9. Et le dernier moment, et ça fait écho un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que il a été victime 2 fois à Nice, enfin contre Nice et contre Lyon, de 2 attaques personnelles, dans laquelle je crois le football français s'est pas plus ému que ça. Sans doute aussi parce que c'était Dimitri Payet, que c'était la grande gueule de l'OM, etc., etc. Ah, franchement, parce que c'est un joueur de l'OM. Faut le Et dire. parce que c'était ouais, je pense sincèrement qu'il y a de ça et c'est pas de la parano de le dire. Et et ce côté un peu seul contre tous que je déplore sur certains dossiers, là pour le coup, j'avais j c'est des moments que j'ai malgré tout appréciés dans la difficulté, parce que c'est des moments où toute la communauté était un peu unie et on arrêtait de regarder les pro intel et les anti trucs et on était tous unis derrière un mec et une équipe. Et des moments comme ça, bah, tu en as pas vécu beaucoup derrière. Tu en as vécu un petit peu sous Tudor, mais sous Tudor, tu avais toujours des inimitiés sous Tudor. Et puis après, j'en parle pas vraiment parce que ça n'a pas existé, dans la saison de transition et ça n'a pas existé ou presque sous De Zerbi. Et je suis pas pour le nous contre le reste du monde, mais à ce moment-là, il était justifié et c'était le visage de cet OM-là et ça a été j'espère qu'à ce moment-là, on lui a rendu un peu ce qu'il avait donné à certains moments. Et la dernière question que je voulais vous poser, parce que je la trouve, légitime, c'est en fait, l'idée c'était alors ça tourne un peu à l'hommage, mais c'est plus une discussion autour de Dim qu'on est en train de faire. Parce que si on parle d'hommage, quand on fait un hommage à quelqu'un, on est toujours obligé de mettre sous le tapis plein de choses, notamment le négatif. Quand, alors bon, là, c'est pas une nécrologie, mais il y a souvent quand quelqu'un, arrête ou disparaît, bah, on oublie un peu certains pans du truc et moi, j'ai envie de vous poser la question: est-ce que malgré tout ce qu'on a vécu et il y a quand même plus de bons que de mauvais évidemment, est-ce qu'on n'a pas raté un truc aussi avec lui au sein de l'effectif? Est-ce que lui-même n'a pas raté un truc avec l'OM? Au-delà de sa propre carrière, parce que je pense qu'effectivement, c'est un mec qui aurait dû aller plus haut
Et il y a pas vraiment un monde où, si peut-être il a une vie perso stable, il revient et cetera. Enfin, s son passage à l'OM est quand même dicté aussi par des contraintes familiales à un moment donné. Mais est-ce qu'on n'a pas raté un truc? Dans le sens où, bah, hormis sous Sampaoli, il s'est toujours à peu près brouillé avec tous les coachs. Il a eu des passages où, bah, tu sentais qu'il était pas en forme, ça se voyait même physiquement. Tu sentais qu'il avait pas envie et ça malgré tout, ça a fait un peu de tort au club et on aurait pu aussi en parler enfin, quand on a parlé de Mandanda, je crois qu'on l'avait évoqué. Moi, j'ai toujours ce regret un peu éternel là, de me dire, bah, la coupe pas sur des moments précis, type la Coupe d'Europe ou la C3 ou quelque chose comme ça, où pour le coup, il y est pour rien. Mais tu as des saisons, à quel degré s'ils savonnent pas autant que ça la planche de Tudor, la saison est plus belle? Bah, il y a Il y a plein de Mais si. justement, et en fait, tout à l'heure, je voulais l'évoquer Ou bien et là, tu parlais de bien, enfin, tu vois, Younes, et après je te laisse la parole au petit, mais vas-y. tu disais, j'ai adoré la saison de Payet sous Bielsa, il l'a transformé, etc. Et je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai un souvenir du dernier match avant Noël où c'est Ouais, Michy qui fait gagner contre Lille. ouais, parce qu'il Mais l'envoie en vacances. excuse. Mais si tu parles de ça à Payet, j'ai jamais entendu Payet, comme on a pu entendre Alessandrini, comme on a pu entendre Rod Fanny, etc., Ah oui, non, non, ça par se contre. plaindre publiquement de la charge de travail que Bielsa leur imposait, du fait que c'était pas si bien que ça et que l'OM n'était pas si fort que ça. Effectivement, il y a eu cet accro, mais je pense que ça répond à ta question. Je pense que Payet, c'est un joueur particulier dans un effectif parce que il est trop fort et parce qu'il a aussi peut-être une sensibilité humaine qui est importante et qui se manifeste quand il n'est pas content. Je pense que sa relation avec Bielsa, il l'a apprécié parce que justement Bielsa était capable à un moment donné de lui dire, notamment ce match contre Lille que tu évoques juste avant Noël, où si c'est pour t'entraîner comme ça, dégage, va prendre ta douche et pars en vacances. C'est ce qu'il a fait. Et quand il est revenu, son début de deuxième partie de saison est très bon. Et enfin, il a apprécié la sincérité de Bielsa. Je pense que c'est un joueur qui a besoin qu'on soit sincère avec lui, qu'on le peut-être un petit peu. Et à partir du moment où quand tu es un entraîneur, tu dis blanc, que tu lui dis blanc et que derrière c'est blanc nacré ou ça tend au gris, bah tu le perds un petit peu et c'est dur d'en revenir. Alors je comprends le sens de la question. Pour le coup, moi j'ai pas de regret avec Payet parce qu'au final son passage à l'OM, bah il est à l'image de sa carrière finalement. C'est un joueur extraordinaire, beaucoup de beaux moments de joie apportés au club, mais rien de marquant qui restera sur une ligne de palmarès. Je crois qu'il faut juste l'accepter C'est parce pas que tant au niveau du palmarès, c'est au niveau d'avoir tout donné tout le temps, en fait. ouais, Et ça je comprends, mais enfin, c'est assez paradoxal parce que c'est un des rares cas dans lequel je pourrais justifier ce propos-là. Mais pour moi, c'est le type de joueur pour lequel un club doit un petit peu courber les chines. Ben, et pour le coup, j'ai une anecdote et après je te laisse la rien. parole, mais j'ai une anecdote avec Alba. C'est, avant le 1er match de Tudor, au Vélodrome. Moi, j'y étais et on était ensemble, tu pas été au stade, mais moi j'y étais allé, on s'était vu avant Mmh. et on se disait, bah, en fait, c'est on pensait même que Tudor allait pas rester très longtemps, Mmh. vu, la prépa et vu ce qui se passait et on se disait, bah, en fait, les joueurs ont gagné et quand tu dis les joueurs un peu ont gagné et si Tudor, il se fait siffler ce jour-là, c'est pas tant pour la défaite honteuse quelques jours avant, en prépa, c'est parce qu'une partie du public avait eu écho via les canaux de communication préconisés par Payet à l'époque, de problématiques avec Tudor, Mmh. avec et c et c je sais pas, enfin, moi, j'ai du mal à légitimer, laisser ton coach se faire siffler parce qu'il te demande de courir en juillet, quoi, tu vois? Non, légitimer, je l'entends et Enfin, effectivement, légitimer, on se comprend non, mais et en fait, ça c'est fait ça partie parce que ça fait partie et des je vais au regrets. bout et après je vous laisse le micro, mais en fait, ce qui me saoule, c'est que j'aurais voulu qu'avec Tudor, par exemple, on parlait de Tudor ou avec Bielsa, ce mec-là, qui sait ce qu'il a dans les pieds, ne se dise pas, sur 6 mois, j'éteins mon cerveau, je mets un peu mon ego de côté et j'embarque tout le monde avec moi.
Et on saura jamais ce qui se serait passé sous Tudor avec un Payet plus concerné, avec un Gerson plus concerné, et avec peut-être un Tudor moins casse-couille aussi sur certains trucs. Mais ces mecs-là, tous ensemble, avec toute l'intelligence qu'ils avaient et avec toute la matière qu'ils avaient, n'ont pas été capables d'être intelligents sur ce moment-là, et regret éternel, quoi. Non, mais ça, je comprends et pour le coup, c'est pour ça que je dis que je vais peut-être, tenir un propos que je tiendrai pas en temps normal et c'est uniquement dû à la qualité du joueur. Mais sur ça, j'en veux aussi un petit peu à Tudor de ne pas avoir eu la bonne pédagogie pour le faire parce que je pense que Payet était capable de le faire. On a vu au cours de sa carrière qu'il y a plein de momentum justement où il était en surpoids et il s'est mis, au diapason pour, travailler physiquement et voler sur le terrain et ça il a su le faire. Dans l'approche de Tudor, peut-être qu'il y aurait eu, un peu plus de s'il y avait eu un peu plus de pédagogie, de pas de caresse, mais de réussir à emmener Payet avec lui, bah, peut-être on aurait pu vivre cette saison que tu décris et j'ai envie de partager un petit peu les torts sur ça parce que quand tu arrives et que tu dors, je suis pas très à l'aise avec l'idée de vouloir, pas humilier, mais être aussi fort dans tes choix avec le joueur emblème de la ville, avec le joueur qui est à l'initiative et à l'origine de toutes tes bonnes saisons. Je trouve que dans la façon de faire, c'est pas non plus très, comment dire? Oui, C'est il y a un manque d'intelligence peut-être il y à a ce niveau-là aussi. exactement un manque d'intelligence émotionnelle et relationnelle qui est, bah, que je peux pas imputer qu'à Payet. Oui, bien sûr, enfin, c'est pas je viens de jeter la pierre sur Payet et on peut dire que Payet a été un con sur ce point-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es Tudor, tu le sais en fait que qui est Payet ou tu dois le savoir si tu ne le sais pas. Et pour le coup, je pense que ça aurait pu être mieux fait de son côté aussi et on aurait pu ne pas être dans cette situation-là, grâce à ça. Après, au final, je pense qu'ils se sont quand même expliqués parce que globalement, le reste de la saison et notamment cette période faste où l'OM enchaîne les victoires, j'ai en tête moi le match contre Nice, hein. Le match contre Nice, on a Payet et Sanchez qui jouent ensemble. C'est un match que tu vas gagner à l'Alliance Riviera où pour le coup, j'avais le sentiment que Payet allait faire la saison parce qu'il avait été excellent sur ce match-là et l'association avec Sanchez avait été extraordinaire. Je pense que, tu vois, ça intervient après le mois d'août et l'épisode des canaux de communication qui ont été utilisés pour s'aborder un peu la planche à Tudor. Et pour revenir là-dessus, parce que du coup, j'ai écouté la conférence de presse, sa dernière conférence de presse sous Longoria, donc à la fin de la saison Tudor, même quelques semaines après, presque pour la reprise de l'ancienne saison. Et dans les propos de Longoria, tu sens bien que de toute façon, la décision elle est prise depuis plusieurs mois. Et donc, à quel degré, voilà, Tudor devait impliquer ou pas impliquer un mec qui jouait sans doute sa dernière saison et où tout le monde se posait encore, enfin se posait déjà des questions sur sa légitimité, son poids, etc. Bon, c'est des questions dont on n'aura jamais les réponses, mais effectivement, on reviendra pas non plus sur Tudor et sur les problématiques de Tudor, notamment liées au mercato. Mais c'est un autre débat. Alba Opti, excusez-moi tout à l'heure, je vous ai coupé. Ben justement, tu sais, moi, je trouve la relation joueur-entraîneur de cette saison-là, je trouve que, comme d'habitude, il y a une dualité. Je trouve que les deux partis pris, ils sont grossis par rapport à la réalité de la saison. En amont de la saison et pendant la prépa, il n'y a aucun doute qu'il y a une confrontation frontale entre le groupe et Tudor. Et c'est même dévoilé par Longoria qui dit il y a eu des problèmes entre ton groupe de joueurs et ton coach. Et Longoria leur dit de la même manière qu'il y a une porte d'entrée de l'OM, il y a une porte de sortie et je le sortirai pas lui par rapport à vous. Et à ce moment-là, il n'y a pas de doute que Payet il est à côté de la plaque et Tudor aussi peut-être. Je pense qu'on a tous vu la photo de Jim dans le vestiaire contre Milan où en fin de préparation c'est assez aberrant d'arriver avec ce physique-là. Mais la réalité de la suite, c'est que moi, je me rappelle, c'est Amazon Prime, je crois, c'est Prime qui couvre la saison. Et je me rappelle de l'interview de Smaïl en voiture avec Jim. Et il dit, ouais, l'année dernière, t'étais au top. Cette année, tu joues plus. C'est comment et tout. Il dit, mais les gars, bon, déjà, c'est un peu obligé. L'équipe, elle tourne fort. Mais il dit, le coach, il est pas fou. Si son équipe, elle gagne et qu'elle gagne sans moi, le coach, il est pas dingue. Genre, si ça marche, je peux rien faire, je peux rien dire. Et moi, je trouve que, honnêtement,
si Dimitri Payet, il avait eu le comportement que certains lui prêtent sur cette saison-là, ça marche pas. Honnêtement, s'il veut vraiment le couper en deux, il le reprend pas. Et il y a un autre truc pour moi qui traduit ça, c'est que Tudor, à un moment de la session, il évoque la réflexion, il dit j'ai passé des longues heures à réfléchir, à me dire est-ce que je passe dans une défense un peu plus de zone pour réussir à incorporer Dimitri. Et je me dis, si Jim à l'entraînement c'est un diable, que c'est son ennemi dans le vestiaire, la réflexion elle lui passe pas par la tête. Il le met de côté tout court, on le revoit plus. Parce que Jim il a quand même quelques apparitions, il a des bons matchs. Là, Younes, toi tu évoquais Nice. Franchement, le match contre Nice, je me rappelle de Jim, je le trouve en fait, c'est Jim, donc il peut sortir un match pourri et avoir 2 actions décisives, mais c'est encore faiblard, tu vois. Moi, le moment où je trouve qu'il revient bien, c'est janvier. C'est janvier où il est pas mal, où il est dans la série. Et c'est d'ailleurs la plus grosse série de la saison, c'est celle-là. Et Jim, il est là, genre. Jim, il est là. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, Harit, il s'est blessé. Il nous faut, Jim, je sais pas, la vérité, dopez-le ou il faut faut qu'il prenne le relais, tu te dis, parce que l'équipe, elle est déjà trop forte. Si tu arrives à avoir un Dimitri sympathique sur la fin de saison, tu peux atteindre des sphères tonitruantes. Donc, je pense que franchement, il y a plein de saisons où Jim a été le joueur qu'on a décrit, le coupeur de tête. Cette saison-là, je pense qu'il a rangé le couteau dès septembre, octobre, il a rangé le couteau, il a dit je couperai pas sa tête. Et au contraire, je pense que ça a été un vrai homme de vestiaire cette saison. Peut-être ce qu'il a jamais été dans son histoire à l'OM. Je pense que cette saison-là, il a été. Donc moi, je rejoins pas le discours de. Par contre, la frustration de pas l'avoir eu, de pas avoir eu un bon James dans cette équipe-là, ouais. Mais je pense pas qu'il a eu le comportement qu'on pourrait lui prêter sur Voilà, l'ensemble de la saison. je pense que ça a mal commencé et que voilà, il s'est dit, il y avait quand même beaucoup de frustration globale, hein, pas que de Payet, parce que ça a été aussi le reflet des supporters. Que bah après, ça a été une volonté de Longoria de passer d'un extrême à l'autre, d'une équipe qui était plus avec un entraîneur beaucoup plus conciliant et une équipe qui court moins, à une équipe qui avait beaucoup plus de rigueur de course, bah une équipe à l'image de l'entraîneur, hein. Que ça soit avec Sampaoli qu'avec Tudor et je pense qu'Opti il s'est mis en retrait. Il a joué sa carte ses cartes au maximum. Payet qu'il a pu. Il a vu que ça matchait pas. Bah, après il s'est mis en homme de vestiaire. De toute façon, je trouve la prise de parole de Tudor après Annecy, où il parle, enfin il va clairement pour Jim et lui dire qu'il faut garder la tête haute et que ça reste le leader du vestiaire. Il doit montrer une image positive. Donc oui, il s'est mis en retrait. Il s'est mis en retrait sur la saison. Et de toute façon, je crois que c'est une des premières interviews chez l'équipe. Je crois que c'est 1 ou 2 semaines avant qu'il y a la conférence de presse où ça annonce son départ. Où il dit de toute façon, avec l'année que j'ai passée, en gros, j'ai été en congé sabbatique. Donc je suis revanchard. Et bah, finalement, après une semaine, bon, on apprend que c'est terminé et on n'ira pas plus loin. Je pense qu'il s'est mis en retrait. Je pense qu'il a voulu la tête de Tudor, mais il s'est aussi dit, bah, ok, j'ai pas les cannes, c'est pas grave, je vais me mettre en retrait. Mais moi, c'était surtout la saison où moi je retiens, c'est celle sur Villas-Boas, où quand, ben, où pour moi, il marche sur l'eau à chaque match. Il y a tellement de personnes autour de lui qu'il est toujours au top. Mais au final, ça se termine comme d'habitude. C'est que il y a des petites piques, il y a un petit passage sur le banc, et puis après, tu sais qu'il y a cassure entre les deux, et ça va de pire en pire. Et c'est un peu ça, Jim. C'est un jour oui, un jour non. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués, que l'OM n'a pas. L'OM a toujours voulu faire en sorte qu'il soit jamais au-dessus du club. Donc ça passait par des conflits, par des prises de poids, par Jim qui fait un peu la guerre à tout le monde parce que on lui donne pas ce qu'on veut. Mais je pense qu'il fallait le prendre comme il était, avec ses qualités, ses défauts, lui parler franchement quand ça allait pas, ne pas essayer de faire des messes basses, des coups tordus et lui dire écoute, là ça va pas, va sur le banc ou là ça va pas, on fait ci, on fait ça. Et il y a eu un peu trop de rendez-vous manqués, mais bon après ça fera partie de son histoire et il y a personne qui pourra toucher à son histoire et à ce qu'il va laisser comme empreinte, heu, pour le club, pour la ville et quoi qu'on en dise, il y a des gens, ils vont dire: «Ouais, c'est pas une légende, c'est pas une légende». Bah, s'ils veulent, c'est pas une légende, c'est leur droit.
Mais nous Non, pas s'ils veulent, venez en débattre, on vous invite à l'émission. ouais, et tu vois, c'est leur vision, mais nous qui avons la trentaine, ben, on n'a pas connu plus passage plus marquant sur la durée. Moi, j'en ai déjà parlé, j'ai préféré le passage de Drogba, même si c'est qu'1 an. Mais Payet, c'est Marseille et ça, personne ne pourra lui enlever. Mais Et je toi, tu crois que dis c'est la la trentaine, mais très belle. imagine ceux qui ont 20 ans. Ceux qui ont Ouais, 20 voilà, ans, ceux voilà, qui ont 20 ans, ils ont rien c'est pas une connu. légende de l'OM, Bah mais oui. c'est Et d'ailleurs pour ça, alors même si ça date un petit peu, on vous conseille, d'aller écouter, le podcast d'Idriss, et de toute l'équipe, Mathieu Lauricetta et ou j'écorche peut-être son nom, je suis désolé. Lauricella, ouais. Lauricella. Qui ont fait, mince, c'était comment? Leur podcast? Passe ton ballon, spécial Dimitri Payet. Dimitri Payet est-il une légende de l'OM? Donc voilà, ceux qui veulent, avoir un autre podcast sur ce débat-là et focus sur ce débat, on les invite à aller, écouter ça. Spoiler, oui, mais Bah, allez-y quand écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question. Merci messieurs. Merci à vous, l'équipe, hein. merci à vous et on se retrouve, après le match contre Monaco qui s'annonce non, pardon, ça va, on a encore un épisode, détente, la semaine prochaine. Détente, si on fait vraiment le bilan de l'ère Longoria, détente, je sais pas. Oui, non, mais détente sans pression du résultat ou sans pression, d'un potentiel podium perdu ou Détente sans but de on se Magnès comprend. Clio, je veux dire. Détente ouais, exactement. Si merci à c'était que Dimitri Payet aussi. merci Jim. On se retrouve la semaine prochaine, en forme. Et puis d'ici là, portez-vous bien et merci de nous écouter, même si on n'est pas toujours très très régulier. À très bientôt. Ciao, ciao, l'équipe. Ciao, ciao. Ciao.